session qui se déroulera, en tout cas dans sa partie plénière, à Nancy et à Metz. Comme elle se déroulera à Nancy et à Metz, vous aurez l'occasion de rencontrer d'anciens auditeurs et auditrices. Lors de notre précédente session du voyage d'études en Guyane, vous avez pu rencontrer des auditeurs, enfin des auditrices de la zone Caraïbes. Donc la session 4, elle va vous permettre de rencontrer la délégation Grand Est, donc des auditeurs et des auditrices qui se sont organisés en délégation, sachant que cette délégation Grand Est a été vraiment pionnière et motrice dans la structuration en délégation. Et j'en profite pour saluer deux représentants de cette délégation qui sont parmi nous. Aujourd'hui, c'est Denis Antermeyer, qui est délégué régional IHEST Grand Est, et puis Jean-Christophe Nguyen Wansang, qui est membre de cette délégation. Et Denis, comme Jean-Christophe, auront l'occasion de se présenter la semaine prochaine, mardi prochain, et puis surtout de présenter leurs actions. J'en viens au webinaire. L'objet du webinaire est simple. Il a été conçu comme une introduction à l'intelligence artificielle, et donc il va viser à mieux comprendre cette notion, son histoire, et à mieux comprendre ce domaine scientifique et technologique en plein développement. Donc c'est Nicolas Sabouret qui va nous éclairer sur le sens de cette notion. Nicolas est chercheur en informatique. Il est professeur à l'université Paris-Saclay. C'est aussi un vulgarisateur qui a écrit deux ouvrages sur ce sujet. Un ouvrage qu'il va présenter là, qui s'appelle Comprendre l'intelligence artificielle, et un autre ouvrage plus récent, L'intelligence artificielle n'est pas une question technologique, qui est un ouvrage qui est une conversation en fait avec un philosophe, Laurent Bibard. Voilà, donc on va avoir un webinaire en deux temps, un exposé d'une quarantaine, 45 minutes, et puis après, comme d'habitude, on va faire le jeu des questions et des réponses. Voilà. Alors, je vais commencer. Bonjour à tous. Par contre, je vais peut-être faire une manip technique juste avant, parce que je suis en train de réaliser que je partage uniquement mon PDF, et que du coup, quand je vais projeter les vidéos, ça ne va pas fonctionner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage, et je vais partager l'ensemble de l'écran. Voilà. Comme ça, vous verrez tout. L'écran entier. Partager. Et donc là, normalement, vous devez vous voir vous-même, et là, vous devriez voir mes transparents. Vous voyez bien les transparents? Est-ce que c'est bon pour tout le monde à distance? Il faut qu'il y ait une personne qui dise. Ouais, super, okay. Merci. Donc, bonjour, je suis très très honoré de faire le webinaire d'ouverture de cette session. Comme Blaise vous l'a expliqué, donc je suis chercheur à l'université Paris-Saclay en intelligence artificielle. Donc j'enseigne l'informatique à des étudiants de l'université et de Centrale Supélec. Et dans mes activités de recherche, je travaille sur une branche un petit peu précise, un petit peu pointue de l'intelligence artificielle, qui est la simulation des comportements humains, en particulier les processus sociaux et affectifs chez les humains, à l'aide de l'intelligence artificielle. Mais je vais vous parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle en général, et je vais essayer, dans le temps qui nous est imparti, de déconstruire avec vous un certain nombre d'idées préconçues qui sont assez répandues sur l'IA, et aussi de vous donner les clés pour comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle. C'était le but de ce livre Comprendre l'IA, alors qu'il date de 2019, donc qui a été rédigé à une époque où ChatGPT n'existait pas encore, mais 80% de ce qui est dans le livre ce qui est dans le livre est toujours correct. C'est qu'il manque effectivement les dernières avancées technologiques. Et voilà, j'essaierai aussi au cours de la présentation de vous parler un petit peu de l'histoire de l'IA. Cette présentation, on a choisi de la faire interactive, donc avec les collègues de l'IHEST, on a préparé un petit questionnaire, et ce questionnaire, il sera accessible sur WooClap. Donc ce que je vous propose, c'est si vous avez un smartphone, vous pouvez directement flasher le code, ou si vous avez une application de flashcode, vous pouvez directement flasher le code. Sinon, vous pouvez aller sur wooclap.com, et il y a un code d'événement, vous tapez YUHBBU, le code de l'événement, ça vous permettra d'accéder
voilà, au questionnaire. Donc, je vais vous demander tous de faire ça. Et comme vous allez le voir, parce que vous voyez tout mon écran, comme vous allez pouvoir le voir, quand je lance le questionnaire, je peux voir ensuite le nombre de participants. Là, je vois qu'il y a 16 personnes qui sont pour l'instant connectées, donc c'est très bien parti. 16 sur 24, donc il y a encore quelques personnes qui vont le faire. On va laisser 2 minutes le temps que tout le monde saisisse bien, voilà, se connecte bien sur Booklab. Et donc vous devez voir de votre côté une page qui vous dit que pour l'instant le questionnaire n'est pas encore ouvert, mais que ça va arriver. Je vais laisser encore 30 petites secondes pour que tout le monde puisse bien se connecter sur le questionnaire. Et après, on va commencer la présentation. C'est bon, tout le monde est prêt? Alors, je vais y aller et on va commencer la présentation par une question. Je vais vous demander à chacun, en quelques mots, à la fin, ça sera fait sous forme de nuage de points, de dire ce qu'évoque pour vous l'intelligence artificielle. Donc, je démarre la question. Voilà, et c'est parti, vous pouvez y aller. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle pour vous? Donc, je vous laisse commencer à répondre sur le Booklab. On va aussi laisser quelques secondes quand même de réflexion. Vous pouvez, je crois, répondre plusieurs fois, hein. Donc, s'il y a plusieurs mots qui vous viennent à l'esprit, vous pouvez mettre plusieurs mots. Et normalement, au fur et à mesure, on devrait voir. Moi, je vois apparaître de mon côté. Je ne sais pas, vous ne le voyez pas encore. Je pense que vous le voyez quand j'affiche les réponses après. Sinon, vous voyez sur mon écran, effectivement. Voilà, on commence à voir un petit peu les termes qui évoquent l'intelligence artificielle. Alors, je vais reprendre la présentation. Je ne veux pas couper dans l'élan ceux qui n'ont pas terminé de répondre. Mais vous voyez qu'il y a un mot qui ressort beaucoup. Alors, il y a outils, il y a ordinateur, ça c'est pas mal. Il y a assistant, il y a apprentissage automatique, effectivement, il y a statistique, reconnaissance d'image. Il y a assistant qui vient quand même, assistant au masculin et au féminin qui apparaît. Et puis, il y a ChatGPT qui est venu très vite, qui était au centre, qui est resté très gros pendant longtemps. Analyse a pris un peu le devant. Et donc, je vais reprendre ma présentation. Effectivement, quand on parle d'intelligence artificielle, en général, les gens pensent à ChatGPT. Alors, ChatGPT, c'est 2022. Et en fait, l'intelligence artificielle, il y a eu d'autres choses avant. Donc, vous avez certainement déjà entendu parler, mais vous avez peut-être oublié. Par exemple, si je vous parle de Lissedol et de AlphaGo, ça c'est une photo où on voit Lissedol qui est en train de s'arracher les cheveux face à AlphaGo, le programme de Go de Google, en 2015 ou en 2016. Ça dépend, il y a eu plusieurs matchs. Et puis, si je vous parle de GPS de voiture, par exemple de Waze ou de Google Maps, bah ça aussi, c'est un algorithme d'intelligence artificielle et on aura l'occasion d'en reparler. Mais derrière, il y a de l'intelligence artificielle. Mais il y a aussi de l'intelligence artificielle dans des choses peut-être plus surprenantes. Par exemple, dans les constructions, dans les grues, le contrôleur qui est situé à l'intérieur du bras mécanique qui déplace la grue et qui fait monter la poulie, utilise un algorithme s'appelle un algorithme de logique floue. Et donc, c'est un algorithme d'intelligence artificielle inventé dans les années 60 et qui permet d'éviter que le balancier, enfin le bloc de béton qui est au bout, fasse des mouvements trop violents et donc aille percuter le reste des constructions. Et en fait, l'intelligence artificielle est capable de faire des choses parfois assez incroyables, comme générer des images qui n'existent pas. Hein, donc Angela Merkel et Barack Obama n'ont jamais pris de glace ensemble sur la plage. Cette photo est une fausse photo. Et parfois, ils ont du mal à faire des choses qui paraissent extrêmement simples. Par exemple, si je vous montre cette image, dire qu'il y a un triangle dans cette image, ça pose aucun problème à n'importe qui. Pour un programme d'intelligence artificielle, il faut faire un petit peu de travail. C'est pas quelque chose qui est immédiat pour un ordinateur de trouver qu'il y a un triangle dans cette image. Alors bien sûr, on sait le faire, mais voilà, c'est quelque chose qui va être compliqué. Et ce que je vais essayer aujourd'hui avec vous, c'est de vous faire comprendre ce qui est compliqué, ce qui ne l'est pas,
du point de vue de l'intelligence artificielle et de vous faire comprendre que l'intelligence artificielle, en fait, n'a pas grand-chose à voir avec l'intelligence humaine, malgré le terme en commun. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, la définition qu'on utilise en général, c'est la définition de Marvin Minsky. Donc, Minsky, c'est le chercheur que vous voyez sur la photo. Et Marvin Minsky définit l'IA, mais c'est une définition qui est aujourd'hui acceptée dans toute la communauté, par tout le monde, hein, comme la science qui s'intéresse à la construction de machines capables de réaliser des choses qui nécessiteraient de l'intelligence si elles étaient faites par des humains. La fin de la phrase est très importante, hein. On ne construit pas des machines intelligentes. On construit des machines qui réalisent, par le calcul en l'occurrence, des choses qui, si elles étaient faites par des humains, nécessitent de l'intelligence. Donc vous voyez, dans cette définition, on ne définit pas ce que c'est que l'intelligence, on ne parle jamais de machine intelligente, et on ne dit pas comment on va faire les choses intelligentes. On dit on va faire des programmes informatiques, ça c'est dans l'esprit de Minsky, c'est très clair, hein. Les faire des machines, c'est faire des machines de calcul. On va faire des programmes informatiques qui réalisent des choses que nous faisons avec notre intelligence. Mais ces machines, elles vont le faire avec du calcul. Alors, on va parler un petit peu de... Je vais revenir sur cette définition plus tard, mais on va du coup parler de l'histoire de l'intelligence artificielle. Et du coup, pour parler de l'histoire de l'intelligence artificielle, il faut parler de l'histoire de l'informatique. Donc, j'imagine que vous avez tous des idées sur quand commence l'informatique. Là, je vous remonte une dernière fois une nuage de points et je passe à la question suivante. Donc, la question suivante, c'est en quelle année commence l'informatique? Et donc, vous pouvez commencer à répondre. Oups, pardon. Donc, il y a quelques réponses qui apparaissent. Ouais. Quand commence l'informatique? Je vous remonte le transparent avec les réponses juste après. Je vois qu'on a une trentaine de participants. Alors, pour les derniers arrivés, Mélissa, est-ce que tu pourrais mettre le code sur le chat, s'ils ont accès au chat? Je vais remontrer le code, il est tout en haut de la page. Là. YUHBBU. Si les nouveaux arrivants veulent aller sur wooklab.com et utiliser ce code-là, ils pourront rejoindre le sondage en cours de route. Ah, alors, moi j'ai un petit problème de retour télé, mais c'est pas grave, ça va la télé est revenue. Donc là, on a plein de dates qui sont proposées, alors qui sont assez cohérentes les unes avec les autres. Il y en a quand même qui placent plutôt ça au 19e siècle, d'autres qui placent plutôt ça dans les années 50, et quelques personnes qui placent ça plutôt plus tard, dans les années 70. Alors, je vais réconcilier tout le monde. Donc, l'informatique, alors, comme toute technologie et invention, il y a une préhistoire et il y a une histoire. Et donc, l'informatique, en général, on considère que l'année zéro, c'est 1945. C'est l'ENIAC. Et l'ENIAC, c'est le premier ordinateur intégralement électronique. Il y a eu des machines avant, en particulier la personne qui a mis 1880, je pense qu'elle avait en tête le calculateur d'IBM qui a été utilisé pour le recensement. Donc IBM, avant de construire les ordinateurs qu'on connaît, avait fait des machines pour faire des calculs pour le recensement. Et en fait, on fait remonter la préhistoire de l'informatique, même s'il y a eu des inventions précédentes, hein, à la machine analytique de Charles Babbage. Donc c'est la première machine qui est programmable. C'est-à-dire qu'on écrit, on fait faire quelque chose à une machine, en l'occurrence du calcul, et on peut programmer cette machine pour lui dire ce qu'elle doit réaliser. Et il y a à ce propos une anecdote qui est amusante que vous pouvez ressortir à table dimanche, ça fait toujours bien. La première programmeuse de l'histoire était une femme, Ada Lovelace, ça je pense que beaucoup de gens le savaient déjà, mais ce que peut-être vous ne saviez pas, c'est qu'Ada Lovelace était traductrice. Et en fait, elle traduisait, donc c'est la fille de Lord Byron, c'est partie de ces intellectuels riches qui se consacraient à la science et à la diffusion des connaissances. Et donc, c'était des amis de Charles Babbage, et elle traduisait le texte de Charles Babbage en italien. Donc, l'article avait été écrit en anglais, elle le traduisait en italien pour un journal italien. Et elle trouvait quand même que Charles Babbage n'avait pas été super clair dans ses explications. Alors, elle a rajouté des notes en marge en disant note du traducteur, voilà un exemple de programme tel que le décrit Charles Babbage. Et donc, elle a inventé les premiers programmes informatiques. Ils viennent d'Ada Lovelace.
C'est pour ça que c'est une des femmes qui est un grand, grand nom de l'informatique pour tout le monde. On verra plusieurs noms de l'informatique. La plupart sont des hommes parce que l'histoire a gardé beaucoup les hommes, mais il y a des grands noms de l'informatique aussi qui sont des femmes. Et donc ça, c'est 1945, c'est l'année zéro. Et donc, on va essayer de placer maintenant l'intelligence artificielle dans ce panel de dates. Donc, je change de question et je vous repose une question de date. En quelle année commence l'intelligence artificielle? Vous pouvez proposer des dates. Alors, c'est forcément entre 1945 et 2022. C'est avant le chat GPT, ça vous êtes sûr, et c'est après l'ENIAC. Et donc, je remets le sondage. Vous avez commencé à voir les réponses des autres, donc il ne faut pas copier sur les autres, attention. Alors, 1980, 1953, 1964, ok, c'est très varié. Là, vous êtes un peu sur tout le spectre. La prochaine fois, je demanderai à ce qu'il m'affiche sous forme de gaussienne, ce sera plus rigolo. Là, vous couvrez un peu tout le spectre des réponses. Alors, je vais vous interrompre dans cet exercice et je vais vous donner la réponse. Donc, l'intelligence artificielle, c'est très précisément 1950. En 1950, Alan Turing, on reparlera d'Alan Turing plus tard. Alan Turing écrit un article dont le titre est volontairement provocateur, c'est Est-ce que les machines peuvent penser? Et c'est le point de départ de l'intelligence artificielle. Alors, même si ça ne s'appelait pas encore intelligence artificielle à l'époque, et le terme intelligence artificielle a été donné pour la première conférence sur ce thème-là, donc la conférence éponyme, qui s'est tenue à Dartmouth. Et donc, c'est John McCarthy qui a proposé le terme artificial intelligence, et le terme est resté. Et donc, vous voyez qu'en 1950, on avait déjà de l'intelligence artificielle. En 1956, on a les premiers algorithmes d'IA qui sont discutés dans une conférence. Et donc, vous voyez que AlphaGo 2015, ChatGPT 2022, c'est très, très récent, en fait, à l'échelle de l'histoire de l'IA. Et donc, on va reparler, on va zoomer sur cette partie entre les deux. Mais avant de zoomer, je vais revenir un petit peu sur pourquoi Turing a parlé d'intelligence artificielle. Souvenez-vous, je vous ai dit, notre ami Minsky, il nous dit, je vais faire construire à l'humain des machines qui font par le calcul des choses que nous, les humains, faisons avec notre intelligence. Ce qu'il y a derrière cette définition, c'est que les machines sont dans un monde complètement différent du nôtre, le monde du numérique, dans lequel tout est calcul. Il n'y a que des zéros et des 1, donc des nombres, et des additions et des multiplications sur scène. On ne peut rien faire d'autre. Donc, tout doit être fait uniquement avec des additions et des multiplications sur des nombres. Il y a un chercheur très célèbre qui s'appelle Edsger Dijkstra, qui est un des grands noms de l'informatique, en particulier du calcul parallèle, de la cybersécurité, enfin, bien avant qu'on en parle, comme on en parle aujourd'hui. Et Dijkstra, qui était aussi un grand amateur d'aphorismes, a dit cette phrase dans une conférence, il a dit « Se demander si un ordinateur peut penser, c'est aussi absurde que de se demander si un sous-marin peut nager. » Je vous demande de prendre le temps de réfléchir à cette phrase qui fait vraiment sens. Se demander si un ordinateur peut penser, c'est aussi absurde que de se demander si un sous-marin peut nager. Un sous-marin, ça va très bien sous l'eau. On peut dire que ça navigue, on peut dire que ça sous-marine si on veut faire un néologisme, mais clairement, ça ne nage pas. Eh bien, un ordinateur, c'est pareil. Ça fait des choses incroyables, mais ça calcule. Ça ne pense pas. Et donc, le problème de l'intelligence artificielle, c'est de faire par le calcul ces choses que nous faisons en pensant. Donc, Alan Turing, c'est donc le monsieur dont on voit la photo en bas en noir et blanc, et vous en avez peut-être déjà entendu parler. Alors, je vais lancer le sondage d'après. Qui a vu le film Imitation Game qui est sorti en 2014? Vous pouvez répondre oui ou non à la question, et on va voir quel pourcentage de gens dans la salle ont vu Imitation Game. Donc, c'est un film qui est sorti en 2014. Alors, il y a marqué 1 et 2 au lieu de oui ou non, mais je pense que 1, ça doit être oui et 2, ça doit être non. Donc, je pense qu'il y a quelques personnes qui ont déjà vu Imitation Game. OK. Alors, je reviens sur les transparents. Donc, pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous passer un petit extrait de la bande-annonce. Est-ce que vous entendez le son à distance? Est-ce que c'est bon?
Pas de son. Pas de son à distance. Moi, j'entends pas non plus, ouais. Alors, comment on peut faire pour avoir le son à distance? Est-ce que sous Webex, il y a un moyen de partager le son? Ouais, s'il passe par là, le son. Le son, il vient dans la chouette, mais je ne sais pas s'il va bien dans le Webex. Ah oui. Oui, alors ça, dans Webex, je sais pas. Alors, je vais regarder, je vais essayer de résoudre ce problème technique fondamental. Partager le son, paramètres audio. Les autres entendent le son original lorsque vous jouez un instrument que vous chantez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas trop ça. Il y a un mode musique. Est-ce que c'est ça que vous activez? J'aurais bien aimé. Normalement, excusez-moi, normalement, quand vous allez sur partager, il Ouais. propose de partager aussi le son de l'ordinateur. Ah, alors je vais réessayer ça. Donc, partager. Si je fais écran, Et là, il y a une option en haut avec partager le son de l'ordinateur. et moi, j'ai pas ça. Ah. Je ne l'ai pas sur mon. Parce que je suis pas sur le client Webex, je suis sur le client en ligne. Et je pense qu'effectivement, Ça doit le être ça. client en ligne ne permet pas de faire ça. Non. Alors, erreur funeste de ma part, mais on va résoudre le problème autrement. Ce qu'on peut faire, c'est que je vais, moi, couper la voix et j'ai demandé à François d'ouvrir son micro. Et comme ça, le son de la chouette va passer par le micro de François. Est-ce que vous pouvez faire ça, François? Ouais. J'ai mis le son. Oui. Ah, ça peut te faire un écho. On va essayer quand même. If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed. It's the greatest encryption device in history. The Germans use it for all major communications. Everyone thinks Enigma is unbreakable. Let me try, and we'll know for sure. Design a machine that will allow us to break every message, every day, instantly. You know, if you pull off this irascible genius routine, one actually has to be a genius. Donc, je ne sais pas si la vidéo était très très bien à distance. Vous me dites si c'est pas terrible, on fera autrement. Mais en attendant, je vais donc continuer. Donc Alan Turing, on le voit dans le film, c'était un des. Oui, Alan Turing, on le voit dans le film, c'était un des spécialistes de la cryptanalyse. Et donc, il est très connu pour avoir contribué à casser le code de la machine Enigma, qui était une machine de cryptage utilisée par de chiffrage utilisée par les Allemands pour leur communication entre la Terre et les sous-marins. Et en 1939, il a construit la machine qu'on voit dans le film et qu'on voit sur la photo, là, qui est une machine à moitié électronique, à moitié mécanique, qui a permis de, chaque jour, déchiffrer, enfin, trouver le code qui était utilisé. Le code changeait tous les jours, hein, trouver le code qui était utilisé par les Allemands. Et donc, pendant toute la guerre, les Britanniques étaient capables de déchiffrer les communications envoyées aux sous-marins allemands. C'est un avantage tactique énorme, évidemment. Et les Allemands n'ont jamais su. Voilà, donc ça a été dans le film, il raconte cet épisode, c'est assez intéressant à voir. Mais Alan Turing n'était pas que cryptanalyste, c'était aussi l'un des grands théoriciens du calcul. C'est l'un des pères de l'informatique et il a conçu la théorie de la calculabilité et de la complexité. Alors pas tout seul, hein, avec d'autres collègues, mais dans lesquels il définit ou est défini ce qu'est le calcul, ce qu'on peut faire avec du calcul et ce qu'on ne peut pas faire avec du calcul. Et du coup, Turing, qui avait vraiment compris ce que c'était que le calcul, s'est posé cette question en 1950. Il s'est dit peut-être qu'un jour, ces machines, donc le genre de machines que je construis dans la bombe analytique de Imitation Game, peut-être qu'un jour, ces machines seront capables, par le calcul, de résoudre des choses que nous, on sait faire avec notre intelligence. Et il propose dans son article, il dit, si jamais ça arrive, alors c'est un article dans lequel il parle du test de Turing, qui est un test d'intelligence qui est assez critiqué, mais qui est entre autres une première réflexion. Et il dit, si jamais ça arrive, j'appellerais ça machine intelligence. Le terme qu'il emploie, c'est l'intelligence mécanique. Et le terme est resté.
Alors en 1956, ça a été modernisé en Artificial Intelligence, mais du coup, ce terme d'intelligence est resté, l'intelligence des machines. Et il est un peu malheureux parce qu'évidemment, dans l'esprit de Turing, il n'y a pas d'intelligence dans la machine. Hein, il est très très clair qu'il s'agit de faire du calcul pour résoudre des choses intelligentes. Mais c'est la chose qui est intelligente, c'est pas la machine. Enfin, c'est la chose à résoudre, c'est le problème à résoudre qui nécessite de l'intelligence. Mais voilà, le terme est resté et c'est ce terme-là avec lequel on doit faire aujourd'hui, on doit faire avec ce terme et il est présent. Mais il faut bien avoir conscience qu'il n'y a pas d'intelligence dans l'intelligence artificielle. Il y a du calcul. Alors, pour réaliser un programme d'intelligence artificielle et pour comprendre, je suis toujours en train d'essayer de vous expliquer le problème. Hein, quel est le problème derrière le calcul? Pour réaliser un programme d'intelligence artificielle ou n'importe quel programme en informatique, vous avez besoin d'écrire un algorithme. Donc, un algorithme, c'est une séquence d'opérations à réaliser pour atteindre un but. Là, je vous ai donné un exemple d'algorithme qui est l'algorithme de la construction du petit vaisseau spatial en Lego. Les recettes de cuisine sont aussi un algorithme. D'accord, les algorithmes, c'est des séquences d'opérations effectuées par l'ordinateur. Et ce que dit Alan Turing, ce que dit la théorie de la complexité, c'est que tout algorithme nécessite toujours un certain nombre d'opérations à être exécutées. Et en fait, c'est pire que ça, c'est que tout problème, c'est-à-dire pour un problème donné, je peux écrire plusieurs algorithmes pour le résoudre, mais tout problème nécessite aussi toujours un certain nombre d'opérations. En gros, il y a un algorithme qui est le meilleur algorithme pour le résoudre, et je ne peux pas faire mieux que cet algorithme-là. Donc, il y a toujours un nombre minimum d'opérations pour résoudre n'importe quel problème qu'on veut résoudre par le calcul. Alors, quand on parle de nombre d'opérations, je voudrais vous poser la question, à votre avis, combien d'opérations un ordinateur peut-il faire par seconde? Donc, je vais démarrer un autre sondage. Je reviens sur Wooclap. Voilà, je démarre le sondage et je vous ai mis plusieurs propositions, 10, 100, 1000, 1 million, 1 milliard, 100 milliards. Alors, il y a 2 personnes qui parient sur 1 milliard, 3 personnes sur 1 milliard. Ok. Alors, c'est marrant parce que quand je demande aux jeunes, aux enfants, quand je fais des conférences auprès du grand public et qu'il y a des enfants dans la salle, les enfants, ils disent plutôt entre 100 et 1000. Quoi. Ils n'ont pas trop confiance dans les ordinateurs. Là, forcément, vous avez tous un petit peu plus conscience du fait que les ordinateurs font beaucoup de calculs par seconde. Et donc, la bonne réponse, c'est celle qui domine, c'est 1 milliard. Alors, c'est pas tout à fait pile 1 milliard, hein, mais l'ordre de grandeur des ordinateurs, c'est quelques milliards d'opérations par seconde. Un microprocesseur sur l'ordinateur que j'ai devant moi ou sur vos téléphones portables est cadencé à 3 gigahertz. Donc, si vous regardez sur les spécifications techniques, vous verrez souvent 2 gigahertz, 3 gigahertz, 4 gigahertz. Donc, gigahertz, c'est milliards d'opérations par seconde. Donc, un ordinateur fait quelques milliards d'opérations par seconde. Et maintenant, on va regarder les problèmes. Donc, si je vous donne un problème simple, je vais trier 100 fiches par ordre alphabétique. Imaginons que j'ai les fiches de tous les participants. Là. Ouais, vous n'êtes que 34, mais on va imaginer que vous êtes 100. Et je vais les trier par ordre alphabétique. Il existe un algorithme pour le faire et on sait prouver que c'est le meilleur algorithme, que ce n'est pas possible de faire en moins que ça. Et cet algorithme, il va nécessiter, pour 100 fiches, 650 opérations. C'est pour les mathématiciens dans la salle, c'est n fois log de n, la formule. Donc, il y a un algorithme qui résout ça en 650 opérations. 650 opérations, quand vous faites 1 milliard d'opérations par seconde, c'est une plaisanterie. Donc, trier 100 fiches par ordre alphabétique pour un ordinateur, c'est même pas, on ne discute même pas. Alors, on peut prendre des problèmes un peu plus difficiles. Si je vous prends le sudoku le plus dur auquel on puisse penser, donc je ne sais pas si c'est le sudoku le plus dur que je vous ai dessiné, c'est un sudoku au bif, mais vous prenez un sudoku super dur, résoudre ce sudoku en examinant toutes les combinaisons possibles, donc il y a un algorithme qui marche, nécessite 500 millions, de l'ordre de 500 millions d'opérations. Donc ça veut dire qu'en une demi-seconde, vous donnez n'importe quel sudoku, l'ordinateur trouve la solution. Donc vous voyez que ça, ce n'est pas un problème difficile pour l'ordinateur. Alors, on pourrait dire que c'est quand même un problème d'intelligence artificielle, de résoudre un sudoku, mais ça, ce n'est pas quelque chose de difficile pour un ordinateur. Et puis après, il y a des problèmes qui sont plus difficiles. Donc, par exemple, si je veux gagner aux échecs à coup sûr, donc je veux calculer le coup parfait aux échecs, celui qui m'assure, quoi que fasse l'adversaire, que je vais réussir à gagner à la fin.
Il y a un algorithme aussi qui existe, l'algorithme min-max, on en parlera un petit peu plus tard. Et cet algorithme, il consiste à examiner toutes les parties possibles. Et toutes les parties possibles, il y en a 10 puissance 120. Alors 10 puissance 120, c'est un 1 avec 120 zéros derrière. Donc c'est des milliards de milliards de milliards, oui, c'est beaucoup de milliards. Pour se représenter ce nombre, en fait, ce qu'il faut, c'est compter le nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers visible. Donc, vous prenez toutes les planètes, toutes les galaxies, toutes les étoiles, tout ce qu'on peut observer depuis la Terre avec le plus grand télescope possible, tout ce qui a 13 milliards et demi d'années-lumière autour de nous. Vous prenez toute cette masse de matière, vous comptez le nombre d'atomes qu'il y a dedans. Vous voyez que c'est beaucoup, hein. Mais ce nombre d'atomes est des milliards de milliards de milliards de fois plus petit que le nombre de parties d'échecs à examiner pour trouver la solution parfaite. Et donc, vous voyez bien qu'on ne va jamais trouver la solution parfaite aux échecs. Ce n'est pas une histoire de demain, j'aurai un ordinateur plus puissant parce que les ordinateurs seront mieux demain. Là, on est dans des échelles astronomiques. Donc, même si j'attends 200 ans, je n'aurai jamais un ordinateur qui calcule la solution exacte pour gagner à coup sûr aux échecs. Ça n'est pas possible. Alors après, on fait autrement. On sait gagner aux échecs, hein, les IA gagnent aux échecs, et du coup, on ne va pas chercher la solution exacte. La solution exacte nécessite trop d'opérations. Ça, c'est ce que nous dit la théorie du calcul, mais on a le droit de chercher une solution approchée. Après tout, nous non plus, on n'est pas parfait, hein. Quand je me déplace dans la rue, je ne calcule pas au millimètre près la manière dont je vais traverser la rue pour optimiser mon trajet. J'essaie de marcher à peu près droit et ça me suffit. Voilà, c'est pareil. L'IA, l'idée, c'est qu'on va utiliser un système de calcul qui cherche une réponse approchée, une réponse pas parfaite. Donc on pourrait dire que dans la plupart des cas, il y a quelques exceptions à cette phrase, mais dans la plupart des cas, l'intelligence artificielle est confrontée à des problèmes qui sont trop difficiles pour être calculés, et c'est ça que Turing a en tête quand il écrit son article, hein. Il vous dit, ça c'est trop dur, gagner aux échecs c'est trop dur, mais peut-être qu'on va trouver une solution quand même avec le calcul, et là on pourra parler d'intelligence machinique. Donc on va chercher des solutions pas trop mauvaises à des problèmes dont on sait mathématiquement qu'ils ne peuvent pas être résolus de manière exacte. C'est ça l'IA. On ne peut pas avoir la solution exacte, mais on va quand même chercher un truc. Et il y a une conséquence derrière ça, je vais revenir dessus juste après, mais il y a une conséquence derrière ça, c'est que forcément, l'IA va se tromper. Alors, je vous ai promis que je vous reparlerai du min-max, l'algorithme qui permet de gagner aux échecs. Là, c'est la minute culture générale. Si vous suivez, s'il y en a qui ne suivent pas parce que c'est un peu trop technique, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Le principe de l'algorithme, c'est de calculer toutes les parties possibles. Et cet algorithme, à la fin, quand on a calculé toutes les parties, quand on arrive à la fin de la partie, on donne un score en disant bah, si j'ai gagné, c'est 1, si j'ai match nul, c'est 0, si j'ai perdu, c'est moins 1. Et ensuite, on remonte au coup d'avant et on dit bah, au coup d'avant, si c'est à moi de jouer, moi, je vais prendre le maximum des possibilités parce que je veux des 1. Et si c'est mon adversaire qui joue, lui, il va prendre le minimum des possibilités parce que lui, ce qu'il veut, c'est moins 1. Et donc, on applique ce minimum ou ce maximum, puis après, on revient au coup d'avant, et là, on inverse. On dit, bah, si c'est à moi de jouer, je prends le maximum. Et du coup, on va calculer comme ça le maximum du minimum, du maximum, du minimum, du maximum, du minimum. Et donc, c'est pour ça que l'algorithme s'appelle min-max. Cet algorithme, il a été inventé en 1930, donc avant les ordinateurs électroniques. Avant même, on est encore au tout début, enfin, on est dans la préhistoire de l'informatique. Et cet algorithme donne une solution exacte au problème des échecs. Mais il n'est pas applicable parce que explorer toutes les parties possibles, c'est 10 puissance 120 opérations, c'est beaucoup trop. Et donc, du coup, on fait autre chose, on va jouer que les 5 prochains coups. On peut jouer toute la partie en entier, on joue que 5 coups. Donc, 5 coups, ça me fait peut-être 1 million de parties à regarder. 1 million de parties, c'est beaucoup, mais déjà, on rentre dans des nombres qui sont traitables par un ordinateur. Et ensuite, du coup, la partie n'est pas terminée. Donc, le score qu'on donne, ce n'est pas le score final, c'est un score heuristique. Donc, on va dire, par exemple, si le roi est menacé, c'est pas terrible. Si j'ai perdu ma reine, c'est pas terrible. Si par contre j'ai pris la reine de l'adversaire, ça c'est plutôt bien. Et avec ça, on fait un score. Donc, on demande à des experts de nous dire comment on va faire ce score. Et avec ce score, on obtient une estimation du plateau. Et ensuite, on fait min-max, min-max, et on choisit le coup le meilleur. Évidemment, ça peut échouer. C'est-à-dire que peut-être que si on avait calculé 6 coups à l'avance, le min-max n'aurait pas donné le même résultat. Mais bon, on n'a pas assez de calcul pour aller plus loin que 5. Donc, on s'arrête à 5. Et c'est avec cette idée, en 1986 et jusqu'en 1997, que IBM s'est lancé dans le projet Deep Blue. Je pense que les plus anciens d'entre vous ont entendu parler de Deep Blue et de Garry Kasparov, qui a perdu en 1997 face à Deep Blue aux échecs. Garry Kasparov, c'était
c'est toujours d'ailleurs, je pense, même s'il est plus âgé maintenant, mais c'était un génie des échecs, imbattable, capable d'affronter 5 adversaires en même temps, enfin vraiment un type incroyable sur les échecs. Et en 1986, deux chercheurs qui faisaient des supercalculateurs, enfin deux chercheurs, pardon, deux étudiants qui faisaient des supercalculateurs à Columbia, ont été embauchés par IBM pour construire un supercalculateur pour gagner aux échecs avec l'algorithme du min-max. Donc en gros, ils ont été chercher des experts, ils leur ont demandé de faire une bonne heuristique qui était calculable assez rapidement, et ils se sont dit, on va faire un supercalculateur qui va calculer 5 coups, 6 coups, 7 coups, enfin le plus loin possible de coups à l'avance. Et alors, le premier ordinateur qui est sorti 3 ans après s'appelait Deep Thought. Alors, il y a un jeu de mots avec Pensée profonde qui est le nom de l'ordinateur dans le guide du routeur intergalactique, un roman de science-fiction très populaire au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et donc, Deep Thought faisait 3000 parties par seconde. Ça vous donne une profondeur 4. Hein. Donc, vous avez un coup, je joue, l'adversaire joue, je joue, l'adversaire joue. Donc, ça ne fait pas beaucoup. Vous voyez bien qu'avec 2 coups d'avance, vous ne gagnez pas aux échecs. C'est pas possible. Mais bon, c'était quand même pas mal. Pour l'époque, c'était extraordinaire. Évidemment, ils ont perdu contre Kasparov, lamentablement. Mais ils avaient un début d'algo. Et après, ils ont fait un deuxième ordinateur qui s'est appelé Deeper Blue. Donc Blue parce que IBM, IBM c'était Big Blue, enfin ils avaient tout un truc autour de bleu. Ils l'ont appelé Deeper Blue. Deeper Blue calculait 200 milliards de configurations par minute. Donc c'est un supercalculateur avec 256 processeurs de l'époque. À l'époque, les processeurs faisaient plutôt 1 million d'opérations par seconde. Ils sont à 1 milliard aujourd'hui. Vous voyez, on a gagné un facteur 10 entre les deux, un petit peu plus d'ailleurs. Mais voilà, donc ce n'était pas tout à fait la même puissance, mais bon, ils avaient 256 processeurs, et en 3 minutes, le calculateur sortait 200 milliards de configurations. Donc ça permettait d'avoir 10 coups d'avance. Donc 10 coups d'avance, vous commencez à bien jouer. Mais ce n'est pas parfait. Et d'ailleurs, la victoire, elle n'a pas été éclatante. En fait, ce n'est pas Deep Blue qui a gagné, c'est Kasparov qui a perdu. Il y a une histoire qui est assez amusante à ce propos. Sur la deuxième partie, et la deuxième partie c'était un peu tôt, donc après, du coup, ça l'a vraiment désarçonné pour la suite de la compétition. Sur la deuxième partie, l'IA gagnait. Kasparov avait mal démarré la partie, ça arrive, et l'IA avait vraiment un gros avantage. Et là, l'intelligence artificielle propose un coup qui est minable, qui donne la victoire à Kasparov. Et Kasparov se dit, c'est pas possible, il y a un truc que j'ai pas vu. Il ne croit pas que la machine se trompe. Et donc, il joue un coup un peu mou pour s'assurer un nul, tout en continuant de réfléchir en se disant qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce que j'ai pas vu. Et évidemment, la partie se termine sur un nul, et il se rend compte qu'il avait la possibilité de gagner, qu'il avait juste pas prise. Et ça l'a énormément énervé, évidemment. Il était furax. Et à la fin, Deep Blue a gagné 2 parties, en a perdu une, et les autres se sont terminés par des matchs nuls. Et les ingénieurs d'IBM se sont vite dépêchés de débrancher Deep Blue, de la ranger dans un musée, en disant regardez, on a gagné, on ne rejoue pas. Voilà. Donc à l'époque, c'était une victoire un petit peu en trompe-l'œil. Aujourd'hui, on sait faire mieux que Deep Blue. Mais voilà, l'histoire amusante, c'est que Kasparov a perdu parce qu'il a été désarçonné par une erreur de l'intelligence artificielle. Et c'est ça ma première conclusion. J'en ai parlé tout à l'heure, je vais revenir dessus, je vais insister beaucoup. L'intelligence artificielle ne peut jamais être parfaite. C'est impossible. Alors, il y a quelques toutes petites exceptions à ce cas-là, mais je les mentionnerai si vous voulez dans la partie discussion. Mais par principe, quand on a un problème qu'on essaye de résoudre avec le calcul, dans quasiment tous les cas, ce problème ne peut pas être calculé, ne peut pas être résolu de manière exacte. On utilise systématiquement une heuristique quelque part. Donc on fait une approximation, c'est obligatoire. Cette approximation, elle est forcément, d'une manière ou d'une autre, de source humaine. À un moment, les humains ont introduit les choses dans la machine pour que ça rentre dans le calcul. Et donc, elle fait forcément des erreurs. Si demain on construit des véhicules autonomes, il y aura des accidents avec les véhicules autonomes. C'est inévitable. Après, je vous rappelle qu'il y a 3000 morts par an sur la route avec des conducteurs humains. Donc il faut aussi comparer ce qui est comparable. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais mettre de véhicule autonome. Je dis juste qu'il ne faut surtout pas croire que le véhicule autonome ne fera pas d'erreur. Ça, c'est une absurdité. Alors, je vais vous illustrer ça avec une vidéo. Alors, comme mes vidéos ne marchent pas, je ne sais pas si c'est une super idée, mais on va quand même tenter. Donc c'est une vidéo, on va tenter. Donc mets le son, moi je vais couper. Voilà, je coupe mon son dès que j'arrive à retrouver. On va tenter de mettre le son
C'est une vidéo dans laquelle on voit un robot qui interagit avec un humain. C'est en japonais sous-titré anglais, mais vous allez comprendre. Alors, on met le son. Ça arrive. そうだ。ソフトバンクからディズニーモバイルというスマホが出ています。知っていますか？ Donc là, la dame, elle a répondu oui. Et regardez le robot. よく聞こえなかったので、 C'est long, hein. Il reste bloqué 4 secondes. Et il dit ah, j'ai pas compris. Voilà, le robot, l'IA s'est trompé. Après, ça, elle corrige. Hein. もう一度言ってくれますか？ 知ってますよ。 Donc, je reprends le micro. Je ne sais pas si vous avez, j'espère que vous avez réussi à voir la vidéo, que c'était pas trop brouillon. Et donc on voit bien, c'est un exemple rigolo où on voit la machine se tromper. Là, il n'y a rien de grave, hein, la machine ne comprend pas oui. Et elle se trompe sur une tâche qui était triviale. Reconnaître oui, c'est pas compliqué. Et c'est aussi quelque chose d'assez intéressant que je voudrais que vous ayez à l'esprit. La machine se trompe forcément, mais la plupart du temps, quand elle se trompe de manière grossière. Elle va être capable de choses extraordinaires, et quand elle se plante, on va le voir tout de suite. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que si vous mettez des humains avec des machines, finalement, ça ne va pas être dur de rattraper les bêtises de la machine. Et s'il y en a parmi vous qui ont déjà expérimenté des outils comme ChatGPT, les générateurs d'images, vous voyez les erreurs grossières assez vite, et vous voyez comment les corriger. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, je vais avancer. On va parler un petit peu, du coup, de la suite. Je vais vous parler un petit peu de comment fonctionne l'IA. Avant, j'ai prévu un petit sondage. Alors, c'est pour voir si vous suivez. Donc, voilà. Où est-ce que vous en êtes? On fait une petite pause. Moi, j'en profite pour boire un peu. Et donc, il y a 4 réponses. Est-ce que vous avez tout compris jusqu'ici? Oui, non. Vous avez droit aux réponses. Je n'ai pas du tout écouté. Ou je suis carrément parti de mon écran. Donc, s'il y a quelqu'un qui coche le 4, c'est inquiétant. Ça veut dire qu'il y a un don d'ubiquité. Ok. Donc, j'ai l'impression que la plupart des gens ont compris, donc les choses sont claires. Alors, je vais continuer. Si tout le monde comprend, c'est parfait. Je vais essayer de continuer. Donc, je vais vous parler, toujours dans l'idée de l'histoire de l'IA, je vais vous parler de 2 grandes périodes. On oppose souvent ces 2 périodes et ces 2 formes d'IA. C'est pareil, c'est une erreur sur le plan scientifique. Il n'y a pas de séparation entre les deux. Je vais essayer de vous montrer le lien entre les deux. Mais c'est vrai qu'il y a une période qui a duré, disons, de 1950 à 1985 à peu près, qui était la période plutôt de l'IA symbolique. Alors, l'IA symbolique continue d'exister aujourd'hui. Moi, je fais de l'IA symbolique tous les jours avec mes étudiants. Mais ça a été le moment où c'était le grand boom. Et l'espèce d'effervescence qu'on connaît aujourd'hui, avec ChatGPT, avec DALL-E, avec tous ces trucs-là, il y a eu la même chose dans les années 70. Tout le monde était fou, comme des chiens fous, à l'idée de l'IA. Et l'IA qui dominait à l'époque, c'était l'IA symbolique. Donc, je vous rappelle, 1945, premier ordinateur, 1950, est-ce que les machines peuvent penser de Turing, 1956, la première conférence à Dartmouth, où l'algorithme du min-max que je vous ai montré, la version heuristique, a été présenté justement. Et vous voyez qu'il a fallu quand même à peu près 40 ans avant qu'on ait Deep Blue. Donc, entre le moment où les informaticiens ont une idée et le moment où on arrive à la réaliser, il se passe des choses. Mais entre les deux, il y a eu toute cette période d'effervescence de l'IA. Il y a eu des jeux de dames qui ont été proposés. Il y avait des téléfilms avec des machines qui allaient penser. Et le téléfilm s'appelait Thinking Machine. Donc, c'était vraiment dans l'idée que la machine allait penser. Il y avait les premiers chatbots. ChatGPT est un chatbot, mais le premier chatbot, c'est 1964 avec Weizenbaum. L'algorithme du GPS, l'algorithme A-étoile qui est utilisé dans le GPS, il date de 1968. Et alors, cet algorithme, c'est un exemple d'algorithme dans lequel il n'y a pas d'erreur. Si vous avez suffisamment peu de données à traiter. Il se trouve que sur le GPS, avec les bouchons, etc., là, il y a des erreurs qui vont être introduites. Mais si vous retirez le trafic, s'il n'y a pas d'estimation juste, trouvez le chemin, on sait le faire de manière exacte. Le problème, c'est que dans votre GPS sur Waze, il y a aussi tous les accidents. Et donc là, ça rend le problème plus compliqué, donc on introduit des erreurs. Il y a eu des inventions extraordinaires qui ont été faites, Strips, Prolog, les systèmes experts dans les années 70. Et il y a eu toute cette effervescence avec beaucoup de promesses, je vais y revenir. Avant de revenir sur ces promesses et cette effervescence, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne l'IA symbolique. Donc l'IA symbolique qu'on a encore aujourd'hui dans le programme d'IBM, mais
Quand vous faites de la planification logistique à l'aide d'IA, donc vous essayez d'organiser la manière dont les camions vont aller distribuer les produits sur toute la France, vous utilisez un algorithme d'IA symbolique. Quand on envoie un robot sur Mars qui ramasse des cailloux, il utilise un algorithme d'IA symbolique. C'est encore utilisé, c'est pas du tout quelque chose de démodé, et ça fonctionne sur une idée assez simple. Vous allez demander à un expert comment lui il calcule le résultat. Vous avez votre machine, l'ordinateur, et l'ordinateur reçoit en entrée des données et doit produire le résultat en sortie à l'aide de règles, qui est son programme, qui donc sont les règles de décision, le programme informatique. Et donc on demande à un expert comment tu calcules ton résultat, qu'est-ce que tu fais? Et ensuite, un informaticien essaie de programmer ce qu'a dit l'expert dans l'ordinateur. Je reprends mon exemple des échecs de tout à l'heure. Je demande à un expert des échecs quelles sont les heuristiques quand il voit un plateau, et j'essaie de coder quelque chose qui ressemble à ce que m'a dit l'expert pour le résoudre. Et ça marche pas si mal que ça. On envoie des robots sur Mars avec, quand même. Mais il y a plusieurs difficultés. D'abord, il faut récupérer l'expertise, et ça, c'est très compliqué. Vous avez tous eu l'expérience de devoir apprendre à un enfant plus jeune à faire du vélo. C'est compliqué de lui expliquer comment faire du vélo, en fait. On sait faire, mais on ne sait pas bien l'expliquer. C'est un peu pareil pour toutes les expertises. On sait faire, mais l'expliquer de manière suffisamment précise pour qu'il n'y ait aucun doute pour la machine, c'est très compliqué. Et à mesure qu'on produit cette explication, on fait un modèle de l'expertise humaine. Et donc, quand on fait un modèle, ça, vous le savez, parce que vous avez déjà travaillé sur la modélisation, on fait des simplifications. Tout modèle est une simplification. Donc, on a une méthode qui simplifie, qui introduit ces fameuses erreurs dont je parlais tout à l'heure, en général de manière contrôlée. Pour le coup, on sait à peu près où on a simplifié. Mais du coup, c'est très long à programmer parce qu'il faut que l'humain tape tout lui-même et il y a toujours des exceptions. Dès que vous avez fait un programme, vous pouvez être sûr que vous êtes tombé sur l'exception que l'expert vous avait dit, mais vous vous êtes dit, c'est pas très grave, et finalement, ça l'est. Vous avez écrit un programme pour savoir ce que c'est qu'une voiture, vous dites c'est un machin avec 4 roues et un volant, bam, vous tombez sur une voiture à 3 roues avec un guidon. Ça marche. Ça, c'est la vie de l'informaticien qui essaie de programmer de l'IA symbolique, et on a toujours ce problème aujourd'hui. Mais bon, ça marche quand même pas si mal que ça. Et comme je vous disais, il y a eu toute cette effervescence avec des phrases qui ont été prononcées. C'est des chercheurs qui ont prononcé ces phrases. Herbert Salmon, Alan Newell, Marvin Minsky. C'est des grands noms de l'informatique, c'est des gens très intelligents. Ça ne les a pas empêchés de dire des bêtises énormes. En 58, quand Newell et Simon disent on battra les échecs dans 10 ans et on résoudra les théorèmes, les échecs, je vous rappelle, c'est 1997 et encore, c'est pas brillant. Et les théorèmes, c'est toujours pas fait. On a des assistants de preuve, mais on ne sait toujours pas résoudre les théorèmes tout seul. Marvin Minsky, 1970, qui dit dans 3 à 8 ans, les machines auront le même niveau d'intelligence qu'un être humain. C'est très étonnant qu'un mec comme Minsky, qui avait compris ce que c'était que l'IA, ait pu sortir une bêtise pareille en 70. Mais voilà, c'est juste pour rappeler qu'il faut être humble quand on est scientifique. On n'est jamais à l'abri de sortir des bêtises. J'espère que je ne vais pas en dire trop aujourd'hui, mais je suis sûr que j'en dis aussi. Et il y avait cette idée en 73 que les systèmes experts allaient remplacer toutes les expertises humaines. Et donc, typiquement, on avait cette projection qu'on mettrait les machines à la place des médecins. On irait face à une machine, on souffle dans un boîtier et la machine dit vous avez 37 degrés, vous avez 38 degrés, prenez un Doliprane et hop, au dodo. Bon. Et ça n'a pas marché. Et comme ça n'a pas marché, tous les investisseurs qui avaient mis de l'argent en l'IA se sont dit c'est une grosse blague ce truc, on a arrêté leur investissement et on a traversé une période assez longue que j'ai marquée là en bleu, qu'on a appelée l'hiver de l'IA, qui commence grosso modo en 85 et s'est terminé grosso modo en 2015 avec l'arrivée d'AlphaGo et le moment où on s'est rendu compte que les réseaux de neurones artificiels fonctionnaient bien. Entre les deux, ça a été un peu le bide. Je vous raconte une anecdote amusante parce que je l'ai vécu. J'étais directeur du master d'intelligence artificielle de l'université Pierre et Marie Curie entre 2010 et 2012. Avant de partir à Saclay, j'étais à Jussieu. Et je disais en 2010 à mes étudiants, non mais sur votre CV, vous ne mettez pas intelligence artificielle surtout. Parce que sinon, les recruteurs, ils jettent votre CV à la poubelle. Dans l'hiver de l'IA, on en était là. Il y a un étudiant qui avait fait 5 années d'études d'informatique et qui avait pris des modules d'intelligence artificielle parce que c'est une discipline fondamentale dans l'informatique. Tous nos étudiants doivent savoir faire de l'IA. En fait, ils ne le mettaient pas sur son CV. C'était un point négatif. Bon, aujourd'hui, ça a changé, c'est plutôt le contraire. Et ce qui s'est passé pendant cet hiver de l'IA, c'est qu'on a continué à bosser et je vais vous parler des petits points bleus. Tous les petits points bleus, c'est des inventions qui ont eu lieu et c'est l'apprentissage automatique. Donc, l'apprentissage automatique, c'est une autre méthode. Et effectivement, l'apprentissage automatique est aujourd'hui très populaire.
Et on va dire qu'il s'est développé grosso modo à partir des années 90. Même si, dès le début de l'IA, en 1962, on a déjà des algos d'apprentissage automatique. Alors, comment ça fonctionne l'apprentissage automatique? Vous avez toujours le problème, c'est toujours le même. Vous avez des entrées, des données en entrée, vous voulez produire un résultat en sortie, le résultat de votre calcul, et vous devez écrire le programme de calcul au milieu. Mais on va utiliser une propriété fondamentale de l'informatique qu'on connaît depuis le début de l'informatique, depuis la machine analytique et Ada Lovelace, on sait ça. C'est pas une surprise. C'est que le programme est lui-même une donnée. C'est-à-dire que vous avez des données en entrée, mais le programme qui dit comment traiter les données est une donnée. C'est ça qui est génial dans l'invention de Babbage. C'est-à-dire que non seulement une calculatrice, vous donnez les chiffres, vous appuyez sur plus, ça vous fait l'addition. Là, vous dites, je veux faire une addition et voilà comment on fait une addition. Vous donnez le programme d'addition à votre machine et elle fait l'addition. Donc, vous fournissez à la machine le programme. Et donc, si le programme est une donnée, le programme peut aussi être produit par une machine. Le programme peut être le résultat d'un calcul. Et l'apprentissage automatique, alors le nom est malheureux, on reviendra dessus, mais l'apprentissage automatique, c'est cette idée-là. C'est de dire, on va écrire un programme qui va écrire pour nous les règles de décision. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai ce que je dis là. On n'écrit pas complètement le programme de règles de décision. On préécrit un programme de décision et le programme d'apprentissage va régler les paramètres, va régler ce qui manque dans le programme de décision pour prendre la décision correctement. Je vous montrerai ça plus précisément après. Donc ça, c'est le principe de l'apprentissage automatique. Et quand on fait ça, du coup, on ne demande plus à l'expert comment il prend sa décision, on lui demande qu'est-ce qui est important pour prendre la décision. En informatique, on appelle ça les features. Il n'y a pas de traduction en français. On lui dit quelles sont les variables qu'il faut regarder. Qu'est-ce qui est important? Par exemple, si je m'intéresse aux voitures, je reprends l'exemple de voiture de tout à l'heure, l'expert il va me dire le nombre de roues et le guidon, c'est important. C'est des choses importantes. Par contre, la couleur, ce n'est pas forcément un bon indice pour savoir si c'est une voiture ou un vélo. Et je prends ces informations que m'a donné l'expert et je vais coder avec ces informations le programme d'apprentissage et je vais donner à ce programme d'apprentissage, donc l'entrée du programme d'apprentissage, c'est un corpus de données qui contient des milliers d'exemples avec les bonnes décisions. Donc, j'ai les exemples, j'ai les valeurs, et lui, il va régler, il va travailler sur ce corpus. Mon programme va lire le corpus et va essayer de manière statistique de trouver les bonnes valeurs à mettre dans le programme règles de décision pour que la plupart du temps, ça soit correct. Je vous rappelle, ça sera correct la plupart du temps. Ça ne sera jamais tout le temps correct. Ça, c'est impossible. C'est prouvé mathématiquement. Alors, ça marche vachement bien. AlphaGo, Facebook, Watson, le tri postal, genre je reviens sur le tri postal, mais peut-être que vous ne savez pas, les machines de tri, les reconnaissances optiques de caractères, quand vous écrivez des cartes à vos grands-parents, les codes postaux, c'est lu avec un algorithme d'apprentissage automatique, et ça marche super bien depuis les années 90. Donc tous ces trucs-là qui marchent super bien, c'est de l'apprentissage automatique. Et le problème de l'apprentissage automatique, il y en a plusieurs. Le premier, c'est d'abord qu'il faut collecter les données. Si vous n'avez pas de données, vous n'avez pas d'apprentissage automatique. Donc, pourquoi on envoie des robots martiens avec de l'IA symbolique? Parce qu'on n'a pas beaucoup de données sur Mars, en fait. On n'a pas tellement d'informations sur comment ça se passe quand on roule sur le sol martien. Donc, on préfère écrire des programmes sans données. Ensuite, une fois que vous avez les données, il faut quand même régler, il faut écrire le programme d'apprentissage. Donc, on appelle ça régler les métaparamètres. Et ça, c'est super dur. Il faut un bac+5 en informatique, ou disons un petit peu d'expertise en informatique pour y arriver. Donc, ça, c'est pas évident. Et ensuite, le vrai problème de l'apprentissage automatique, c'est que les décisions sont prises par le programme règle de décision qui est généré, qui est en partie généré, et donc ce résultat n'est pas explicable. Dans le système symbolique, j'avais codé moi-même les règles de l'expert, donc je savais comment la décision avait été prise par la machine. Là, c'est pas moi qui ai codé les règles, donc je ne sais pas expliquer les règles prises. Bon, par ailleurs, il y a des chercheurs qui essayent de faire de l'IA numérique explicable, mais aujourd'hui, c'est une question de recherche. Et on a des résultats qui ne sont pas toujours évidents. Et enfin, ce n'est pas personnalisé, puisque les paramètres de mon programme, je les ai réglés à partir du corpus. Donc, il m'a calculé des paramètres moyens. Et donc, il me sort quelque chose qui correspond à ce que les gens ont dit en général. Et donc, c'est pour ça que ChatGPT, il est aussi minable dans les textes qu'il produit. Enfin, c'est super, les textes qu'il produit. Mais c'est pas beau, ça ne fait pas rêver. Juste parce qu'il sort un texte moyen. Il sort les textes que tout le monde aurait écrits. C'est pour ça que les images, si vous ne les entraînez pas sur des corpus spécifiques,
vous sortir des images qui sont finalement assez banales. C'est des trucs qu'on trouve un peu partout. D'accord? Vous sortez quelque chose qui est la moyenne de ce que les gens vous disent. La moyenne du corpus. Par ailleurs, ça marche super bien. Ça évite que l'informaticien écrive lui-même le programme de décision. Et ça, c'est un truc incroyable. Donc, on va revenir dessus. Hein. Je parlerai un petit peu de comment ça fonctionne avec les réseaux de neurones, avec GPT et les LLM. Et voilà comment ça fonctionne. Et il y a eu plein d'inventions, je vous dis, dès 1952, donc dès le début, dès la naissance de l'IA, je vous rappelle 1950, la naissance de l'IA. En 52, le programme de jeu de dames d'Arthur Samuel, c'est un programme d'apprentissage automatique. Ce n'est pas avec des réseaux de neurones artificiels, hein, c'est autre chose, mais c'est un programme d'apprentissage automatique. Donc il a dit, il faut que je règle des trucs et je laisse le système trouver tout seul comment gagner aux dames. Et ça marche, on peut gagner aux dames avec le programme d'Arthur Samuel. En 1957, Rosenblatt propose le premier réseau de neurones artificiels. Alors, on reviendra dessus sur ce que c'est qu'un réseau de neurones, mais voilà, 1957. Donc, c'est pas AlphaGo, c'est pas ChatGPT, c'est 1957. Et ensuite, il y a d'autres techniques qui ont été proposées, les machines à vecteurs de support. Alors, il y a eu un coup d'arrêt au réseau de neurones en 1969 à cause d'une mauvaise interprétation par certains chercheurs de ce que c'était qu'un réseau de neurones, et ça a un peu ralenti le domaine qui a redémarré en fait en 86. Donc il y a une espèce d'hiver des réseaux de neurones entre 69 et 86, mais à partir de 86, ça a redémarré, et puis il y a eu différentes inventions jusqu'au réseau convolutionnel qui ont été proposés par Bengio et Lequin, et qui ont donné ensuite l'apprentissage profond qu'on connaît aujourd'hui, les réseaux profonds. Vous voyez que tout ça, c'est toute une histoire de l'apprentissage automatique jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui et qui marche très, 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 très bien. Alors, comment ça marche un réseau de neurones? Donc, c'est une technique d'apprentissage automatique, hein, une parmi d'autres, il y en a plein d'autres. Et le réseau de neurones, bah, ça c'est un neurone humain, un neurone animal. Donc, vous avez le noyau, les axones, etc. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Un neurone artificiel, c'est une somme pondérée. Alors, pareil, ceux qui n'ont pas fait de maths depuis longtemps, ça pique un peu les yeux, mais je vais vous l'expliquer. En gros, vous avez des données en entrée, mes x1, x2, etc., jusqu'à xn, là, c'est mes valeurs, c'est mes nombres. Et je vais faire x1 fois w1 plus x2 fois w2 plus x3 fois w3, et la somme de tout ça. Et donc, j'ai w1, w2, w3 qui sont des valeurs, des paramètres de mon réseau de neurones. C'est là les paramètres du programme d'apprentissage qu'il va falloir régler. Et je vais les comparer à une valeur b, qui est aussi un paramètre à régler. Si c'est plus grand que b, je renvoie 0. Si c'est plus petit que b, je renvoie 1. Ou le contraire. Enfin, voilà, l'idée générale, c'est celle-là. Donc en fait, un réseau de neurones, c'est une gigantesque table de mixage. Vous avez des données en entrée. Tous les neurones prennent toutes les données et calculent un résultat. Et tous ces résultats sont transmis à une couche de neurones supplémentaires. Et tous les résultats sont à nouveau transmis à une grosse couche de neurones supplémentaires. Et on fait ça, on enchaîne les unes derrière les autres. Et comme on enchaîne des couches les unes derrière les autres, on appelle ça un réseau de neurones profond. Le nom profond vient de là. Ça ne veut pas dire que c'est très profond. Hein. 4 couches, c'est beaucoup. 10 couches, c'est super profond. On a des réseaux de neurones aujourd'hui avec rarement plus d'une vingtaine de couches. Même quand on parle de GPT, c'est rarement plus d'une vingtaine de couches. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que toutes ces couches, à chaque neurone, j'ai plein de paramètres. Tous les W et les B. J'ai autant de W qu'il y a d'entrée de mon neurone, et j'ai autant de B qu'il y a de sortie de mon neurone. Pardon, j'ai un B par neurone, pardon. Mais non, ça fait beaucoup de W et de B. Donc c'est comme si j'avais une gigantesque table de mixage devant moi avec plein de boutons. Et en gros, il faut régler les boutons pour que ça sorte le bon résultat. Vous trouvez la bonne combinaison de boutons pour que, quelle que soit l'entrée, il me sorte toujours le bon résultat. Et l'apprentissage automatique, c'est le réglage automatique de ces B et de ces W et ces W. Alors, je vais vous montrer ça sur un exemple très très simple, l'exemple qu'on donne habituellement aux étudiants quand on veut leur expliquer. Je vais faire un réseau de neurones qui reconnaît des images d'animaux. Donc, en entrée, je vais avoir les pixels de mon image. Donc, pour chaque pixel, j'ai une valeur numérique. Hein. La couleur du pixel, ou si j'ai une image en noir et blanc, c'est 0 et 1. Mais donc, Rosenblatt, c'était des 0 et des 1. Après, on a mis des couleurs de gris. Maintenant, on met des couleurs RGB. Mais voilà, donc j'ai des valeurs en entrée qui sont les valeurs de mes pixels. Je les passe dans des couches cachées. Et en sortie, je vais avoir un neurone pour chaque résultat possible. Donc j'en ai mis 3 là, chat, chien et chameau, mais
Et le calcul va me sortir un nombre pour chacune des valeurs. Donc je lui donne une image de chat. Au début, les boutons sont réglés n'importe comment, donc il me sort évidemment n'importe quoi. Il me dit, bah, avec mes calculs, ça me donne 0,5 dans chien, 0,3 dans chat, 0,7 dans chameau, donc je parie que c'est un chameau. Comme c'est pas ça, je vais dire à mon réseau de neurones, non, c'est pas ça. Et je vais regarder tous les poids qui ont pesé dans la décision chameau. Donc je vais regarder dans tous les calculs qu'il a fait, qu'est-ce qui a le plus compté pour arriver à cette décision chameau. Ça, c'est ce qu'on appelle l'algorithme de rétropropagation. Et je vais baisser un tout petit peu les valeurs de tous ces poids-là. Je vais dire, je baisse ces poids parce qu'ils ne sont pas bons. Clairement, ils m'ont amené à un mauvais résultat. Et je recommence. Je donne une autre image. Il fait ses calculs. Il me dit, bah là, je pense à 0,6, c'est un chat. Je vais dire, non, c'est pas ça. Et on baisse un tout petit peu les poids qui ne sont pas bons. Et puis parfois, il a raison. Hein. Donc je lui donne une image de chat. Il me dit, oui, c'est un chat. Et là, je vais augmenter un tout petit peu tous les poids par lesquels, tous les endroits par lesquels ça a marché. J'imagine que vous comprenez cette idée, sinon n'hésitez pas à poser une question. Hein. Et donc voilà, ça c'est l'idée générale du réseau de neurones, et je fais ça des milliards et des milliards de fois. Je lui montre plus d'images de chats, de chiens, de chameaux que ce que l'humanité en a vu dans toute sa vie. Et évidemment, je ne règle pas à la main, il n'y a pas quelqu'un qui bouge les boutons à la main, ça c'est fait par le programme d'apprentissage. Le programme d'apprentissage prend une image, calcule le résultat, corrige les poids et recommence. Et à la fin, il s'arrête quand il pense qu'il a globalement plutôt des bons résultats. Donc pour ça, il y a un corpus d'images d'entraînement, un corpus d'images de test. Et donc, au bout d'un certain temps, je teste sur le corpus de test, je dis, voilà, c'est pas mal comme résultat, je m'arrête. Et voilà, ça c'est le principe de l'apprentissage automatique. Et ça permet de faire des choses vraiment incroyables. Je vais vous donner une anecdote que j'aime bien donner et qui parle beaucoup aux gens. On va peut-être tenter de remettre le son à distance. Donc je vais revenir couper le son chez moi. Et je vous fais une vidéo. J'espère que le son ne sera pas trop désagréable pour vous. Je vais passer une vidéo. Donc cette vidéo, c'est un extrait du match dans lequel s'affrontent AlphaGo et Lee Sedol, le spécialiste du Go à l'époque. And this is what Farid from the Google team was talking about. Donc là, on est au coup 37. Donc on est au tout début de la partie du jeu de Go. Une partie du jeu de Go, ça dure 350 coups à peu près. Et au tout début de la partie, où il y a le son en sortie qui est là, je peux peut-être régler cet écho. C'est moi qui peux le régler. Voilà. Il n'y a plus d'écho comme ça. Donc on est au coup numéro 37 de la partie et AlphaGo a proposé le coup qui est là. Le coup que vous voyez dans le petit coin là, il joue ce coup-là. Et le commentateur sportif, là, enfin le commentateur de Go, lui, il regarde ce qu'a joué AlphaGo, il va le placer, puis ils vont commenter. Et vous allez voir, ils sont extrêmement perplexes par ce coup. Donc regardez bien. Oui, là, ça oui, non, s'il coupe le son, vous voyez plus le son, ça c'est idiot, je pense. Il faut remettre le son pour que ça marche. Ah. Farid from the Google team was talking about is this kind of evaluation value. That's a very surprising move. I thought it was a mistake. Well, I thought it was a quick miss, but Clicko, if we were an online Go, we'd call it Clicko. yeah, it's a very strange. Après, il faut l'autre commentateur, il enchaîne en disant il faudrait jouer là, il faudrait faire ci, etc. Et là, regardez ce qui se passe. Like this would be more normal, but like if Black continues with this, it would be very effective. Interesting. So AlphaGo played this move, which I want to hear more about in a second, but Lee has left the room. He left the room After that move. Donc, je reprends le micro. Merci beaucoup, Olivier. Je reprends le micro et donc, effectivement, Lee Sedol est sorti de la salle. Lee Sedol voit ce coup, il sort, il respire un peu, il revient, il sait qu'il a perdu la partie. Et le coup 37, aujourd'hui, il est enseigné dans les écoles de Go. Et on apprend aussi à le contrer. C'est un coup qui est contrable, mais on ne l'avait jamais vu dans l'histoire de l'humanité du Go. La machine, avec sa puissance de calcul,
a joué plus de parties que ce que toute l'humanité entière jouera dans toute son existence. Et donc, elle est tombée sur des situations qu'on n'avait jamais rencontrées. Et elle a su calculer des coups qui lui assuraient une victoire complètement improbable. La machine a sorti un coup extraordinaire. Donc ça, c'est une anecdote qui est amusante, mais elle pose une question. Les gens disent, bah, finalement, la machine, du coup, elle a pensé. Elle a... Comment on peut dire que la machine ne pense pas quand elle sort un coup pareil? Alors là, j'ai fait un petit sondage. Donc on va voir si vous avez bien écouté l'exposé. Je pose la question, est-ce que la machine pense? On va voir qui répond quoi. Est-ce que la machine... Bon, tout le monde répond non, ça me rassure, ça me rassure. S'il y a une personne qui avait répondu oui, j'aurais été très déçu. Évidemment, la machine ne pense pas. La machine ne pense pas. La machine calcule. La machine, elle ne sait même pas qu'elle est en train de jouer au jeu de Go. Le résultat de son calcul, c'est juste que ça marche. Donc, elle joue ça. Alors, il y a un chercheur très connu qui s'appelle John Searle, qui est plutôt connu en linguistique, mais qui est par ailleurs un philosophe aussi un philosophe de l'informatique très connu. Et John Searle, il a proposé une expérience de pensée pour faire comprendre cette idée de la machine ne pense pas. Il appelle ça la chambre chinoise. Donc, il dit, vous imaginez un Américain qui est dans une chambre fermée, dans une pièce fermée, et à l'entrée de cette pièce, il y a une petite porte par laquelle on peut lui passer des messages écrits en chinois. Et l'Américain ne parle pas chinois, hein, il ne comprend pas du tout le chinois. Donc, on lui passe des symboles en chinois. Et il a à sa disposition une liste de tampons pour tamponner des réponses qu'il va pouvoir envoyer à la personne par la petite fenêtre à l'extérieur. Évidemment, c'est voué à l'échec, il ne va jamais réussir à le faire, sauf que par chance, on a donné à cet Américain un manuel écrit en anglais qui dit « Quand tu vois tel symbole, tu réponds par tel symbole ». Donc, l'Américain, qui va s'exécuter sans jamais comprendre ce qu'il fait, va effectivement répondre correctement à tous les symboles que lui donne le chinois. Du point de vue du chinois, c'est comme si l'Américain parlait chinois. Mais du point de vue de l'Américain, lui, ne parle pas chinois. Il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Et en fait, ce paradigme est assez bon parce qu'il illustre bien ce qui se passe dans la machine de calcul. Du point de vue de l'ordinateur, il n'y a pas de compréhension de la tâche. Il y a juste du calcul, d'une exécution, d'une instruction. Mais de l'extérieur, de notre point de vue d'humain, on a l'impression qu'AlphaGo, il a été capable d'inventer lui-même un coup au Go. Il n'a rien inventé. Alors, on va parler un peu de ChatGPT et après, j'arrive à la fin de la présentation, donc je vais m'arrêter. On pourra faire la phase de questions-réponses. ChatGPT, alors, GPT, c'est l'acronyme de Generative Pre-trained Transformer. Et donc, on va oublier Transformer parce que ça, c'est un terme technique. Mais c'est un réseau de neurones, c'est un réseau de neurones artificiels, donc génératif, pré-entraîné. Donc, je vais vous expliquer ces deux termes. Et pour vous donner une idée de la taille de la table de mixage, GPT-3, qui était l'ancêtre de GPT-4, de ChatGPT, enfin ChatGPT, c'est GPT 3,5. Donc, le GPT de 2022 utilisait 175 milliards de paramètres. Donc, sur la table de mixage, il y a 175 milliards de boutons à régler. Et donc, ce réglage des boutons, ce pré-entraînement, permet de générer du texte. C'est un réseau génératif. ChatGPT, c'est une variante de ce réseau GPT, qui est un réseau génératif. Son boulot à GPT, c'est juste de prédire, pour son algo, c'est qu'il prédit le mot d'après. Ce qui est génial dans le transformer, dans l'idée de GPT, c'est qu'on lui donne en entrée un truc aussi grand qu'on veut. On peut mettre une phrase aussi longue qu'on veut. Et dans ChatGPT, vous ne le savez pas, parce que vous tapez une instruction de 3-4 lignes, mais en fait, en plus de votre instruction, GPT reçoit 25 000 mots. Donc, il y a un contexte qui est fourni. Donc, la phrase que vous donnez à ChatGPT, il y a votre phrase plus 25 000 mots qui sont donnés. Et ça, c'est l'entrée de mon réseau de neurones. Et ensuite, avec cette entrée, le réseau de neurones prédit le mot d'après. Alors, ce n'est pas des mots, c'est des tokens, mais l'idée générale, c'est ça, c'est le mot d'après. Donc, si je dis aujourd'hui, maman est, bah, le mot d'après, chez, ça marche, mort, ça marche, venu, c'est probable, voiture, ça ne marche pas. A priori, dans le corpus de texte sur lequel il s'est entraîné, il n'a jamais trouvé aujourd'hui maman et voiture. Ou très rarement. Donc, il ne va pas l'accepter. Et du coup, il va prédire, il va dire, bah, le plus probable, d'après mon corpus, c'est venu.
Alors après, il y a un truc qui s'appelle la température. On peut lui dire, bah, tu ne me donnes pas le plus probable, tu me donnes le deuxième ou le troisième plus probable. Donc, pour qu'il fasse un peu de variante, hein. C'est ce qui fait que ChatGPT ne baratine pas tout le temps tout à fait la même chose. Mais globalement, il sort le mot le plus probable. Et ce mot, bah, je le rajoute à la fin de ma phrase. Et je continue. Donc après, aujourd'hui, maman est venue, bah, le mot d'après, c'est probablement chez. Et puis après, c'est peut-être moi, ou chez mamie, ou chez papa, ou j'en sais rien. Et donc, il y a la phrase que vous tapez, plus les 25 000 mots de contexte fournis à ChatGPT pour lui permettre de générer des phrases dans lesquelles il n'y a pas de polémique, pas de gros mots, pas de machin, etc. Voilà, j'espère que c'est clair. ChatGPT, ce n'est que ça. C'est quand même génial, hein. Moi qui travaille dans le domaine, quand ChatGPT est sorti, et pourtant je travaille vraiment tous les jours avec des experts du sujet, j'ai été surpris. Je n'avais pas pensé que quelqu'un aurait l'idée de mettre 25 000 mots de contexte pour faire un chatbot. Et de fait, ça marche vraiment bien, y compris pour des tâches pour lesquelles on ne pensait pas que ça serait quelque chose à utiliser. Donc ça, on pourra en parler dans la phase discussion. Mais le modèle de langage, ça on appelle ça un grand modèle de langage, hein, ce genre de modèle. Le modèle de langage ne sait pas qu'il construit des mots. C'est nous qui mettons du sens derrière les mots. Quand il produit « aujourd'hui maman est venue », pour lui, « venue » n'a pas de sens. « Venue », c'est juste un résultat de calcul. Et surtout, il n'y a pas de notion de vérité. Donc si vous dites, alors ChatGPT 4, maintenant ils l'ont corrigé, parce que depuis le temps qu'on fait la blague là-dessus, ils l'ont corrigé, mais il y en a d'autres qui marchent. Si on dit parle-moi des qualités nutritives des œufs de lapin, il ne va pas vous dire les œufs de lapin, ça n'existe pas. Il va commencer à baratiner un truc sur le fait que dans les œufs de lapin, il y a de la kératine, et il ne va jamais se rendre compte qu'il raconte n'importe quoi. Il y a pas mais c'est normal, il n'y a pas de notion de vérité, c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande de produire les mots les plus probables. Et dans un monde où les œufs de lapin existeraient, les mots les plus probables après parle-moi des qualités nutritives des œufs de lapin serait justement de dire que les œufs de lapin contiennent de la kératine, ce qui est très bon pour la santé. Donc, il produit quelque chose qui fait tout à fait sens pour ces calculs. Et c'est nous qui mettons du sens de vrai, de faux, derrière. Donc ça, il faut être très prudent vis-à-vis de nos attentes vis-à-vis de la machine. Après, il y a plein d'autres modèles génératifs. La génération d'images ne fonctionne pas comme je vous l'ai montré, c'est un autre algorithme, mais c'est toujours un calcul de nombres à partir d'une entrée. Ça ne change pas. C'est des réseaux de neurones qui reçoivent des données en entrée et qui sortent un nombre en entrée. Ce nombre ou ces nombres, ça donne une image, ça donne une musique, ça donne un texte, et on est super impressionné. Et alors, je vais terminer là-dessus. Souvent, on me demande en tant que chercheur de parler de l'avenir. Les chercheurs, on est très très nuls en boule de cristal. Vraiment. Donc, je ne vais pas trop parler de l'avenir, mais ce qu'on peut faire, c'est regarder plutôt ce que disent les artistes. Les artistes, ils nous disent, si vous avez vu le film Her de Spike Jonze, ils disent peut-être qu'on fera des ordinateurs avec des émotions. Peut-être. Dans mon laboratoire, on travaille là-dessus. Voilà, c'est des choses intéressantes. Ça ne veut pas dire que la machine a des émotions, hein. La machine simule des émotions. Et il y a des bonnes raisons de le faire. Interagir avec des humains nécessite effectivement d'avoir des émotions, donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. Il y a des gens qui essaient de faire des robots intelligents, écologistes, humanistes, etc. Donc des gens qui essaient de faire ça, donc d'injecter dans les robots des notions d'éthique, de morale, et de voir si les robots sont capables de raisonner là-dessus. Bon, pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Il y a évidemment des gens qui pensent à faire des robots qui vont pouvoir tirer tout seuls sur des gens. C'est naïf de croire que les militaires n'y ont pas pensé. Évidemment, ils y ont pensé. Bon, après, on n'est pas encore au Terminator, hein. On a un petit peu de marge devant nous, mais de fait, ça existe. Moi, ce que je voudrais que vous reteniez de ma présentation, c'est la chose suivante. La première chose, c'est que l'IA fait forcément des erreurs. Probablement moins souvent que les humains, sinon on ne s'en servirait pas. Hein, si elle faisait plus d'erreurs que nous, on jetterait à la poubelle. Mais même quand elle fait moins d'erreurs que nous, elle fait des erreurs. Très souvent grossières, très souvent faciles à rattraper, à condition de ne pas avoir retiré l'humain. Et c'est le deuxième point, sans humain, pas d'IA. Pour faire de l'IA, il faut des programmeurs, il faut des experts, il faut des données fournies par des humains, si vous avez un système à base de données, et il faut des utilisateurs. Donc supprimer les utilisateurs en disant la machine va faire toute seule, c'est une erreur. Et enfin, et c'est pour ça que j'interviens aujourd'hui à l'HEST, auprès de gens qui, comme vous, sont plutôt des décideurs, donc des gens qui ont du poids dans la construction de la société, l'IA, l'avenir de l'IA n'est pas écrit. L'IA sera ce que nous en faisons. Donc c'est très important qu'on s'empare de ces questions d'IA. C'est le sujet de la discussion du livre avec Laurent Bibard. Et l'IA sera ce qu'on en fait. Donc moi, je vous invite à vous emparer de l'IA,
à l'utiliser, à ne pas être fasciné, à ne pas en avoir peur, à sortir de ce débat idiot entre technophilie et technophobie, et à vous dire voilà ce que peut faire l'IA, je le comprends, et qu'est-ce que je peux en faire de bien pour la société. Et voilà. Je vous remercie, et je remercie surtout toute l'équipe de l'IHEST qui m'a aidé sur les aspects techniques, y compris en débranchant les micros quand il le faut. Merci pour cet exposé, cette conclusion et ta conclusion. On va ouvrir le débat. Juste avant, j'avais commencé en saluant deux anciens auditeurs et j'ai oublié un troisième, qui est Jean-Philippe Lagrange, qui est ancien auditeur de l'IHEST, mais surtout le président du centre INRIA de Nancy, qui nous recevra le mercredi 26. On passera toute la matinée du mercredi au centre INRIA, et notamment pour y découvrir les recherches qui s'y réalisent. Voilà. Écoutez, la parole est à vous. Donc, il y a deux choses. Vous prenez la parole. Donc, la promotion 2024 prend la parole. Et puis, il y a des invités. Les invités, par contre, peuvent poser des questions par chat. Voilà. Et pour poser la question, là, vous pouvez cliquer là sur le petit icône. Je n'ai pas compris les 25 000 mots de contexte. Alors, il y a deux questions. J'ai quelque chose sur la génération d'images et quelque chose sur les 25 000 mots de contexte, et il y a une main levée. Comment vous voulez que je procède? Je commence par quoi? On va commencer par la main levée. La main levée. Alors, c'est Lucille Delmas qui a levé la main. Ouais, mais c'était la question des 25 000 mots. 25 000 mots de contexte. Merci. Alors, je vais le réexpliquer, c'est très très simple. Donc, J'ai pas compris qui donnait les 25 000 mots, qui les inventait. J'ai compris qu'ils venaient à côté, mais... Oui, tout à fait, c'est OpenAI. Donc, comment OpenAI a fait? Ils avaient GPT, donc l'algorithme GPT existe, et donc OpenAI a tapé des phrases et regardé les réponses obtenues par GPT. Donc, il démarre une question ou un début de phrase, il regarde la réponse obtenue par GPT. Et en utilisant la fameuse température, il génère 4-5 phrases possibles. Donc, ils font ça plein de fois. Quand je dis plein de fois, c'est des milliards de fois, pas des millions de fois. Et ils envoient ces phrases à des Africains au Kenya sous-payés à 2 $ la journée. Vous voyez un peu le schéma. Hein. Et encore, je pense que 2 $ la journée, je suis généreux. Et ils demandent à ces travailleurs de l'ombre de noter les réponses, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc, on a demandé à des humains de dire à la machine cette réponse elle est bonne, cette réponse elle n'est pas bonne. Et avec ces résultats, ils ont à la main écrit 25 000 mots de contexte qui sont du genre il ne faut pas dire de gros mots, quand on parle de Donald Trump, il faut dire je ne parle pas politique, quand on. Etc., etc. Et donc, il y a 25 000 instructions qui sont écrites en langage naturel, qui sont tout le contexte. Alors, il y a aussi je me comporte comme quelqu'un qui répond à une question, je suis un chatbot, etc. Enfin, il y a aussi le fait de dire qu'on est une IA. Un ChatGPT ne ment pas sur sa nature. Alors après, on peut la faire mentir, on peut lui dire on va jouer à un jeu où tu dois te faire passer par un humain, et après, du coup, elle va le faire. Mais voilà, avec ces 25 000 mots de contexte, on contrôle ce que sort la machine. Et c'est OpenAI qui l'a fait, et ils l'ont fait avec l'aide de travailleurs sur des plateformes en ligne comme Mechanical Turk, etc. Alors je vois un commentaire de Jean-Philippe Lagrange, le directeur du centre de l'IA, qui dit l'hiver de l'IA a plutôt commencé dans la fin de la première moitié des années 90. Alors, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Je suis désolé, hein, mais l'hiver de l'IA, c'est compliqué, c'est une période floue, mais l'IA, disons qu'en 97, quand on est dans IBM Deep Blue, on est déjà dans l'hiver de l'IA parce qu'en fait, il y a plus grand monde dans l'industrie qui croit à l'IA. Je pense que, Monsieur Lagrange, vous avez un biais, c'est que vous connaissez bien, vous êtes vous-même dans le domaine scientifique, et en science, il n'y a pas eu d'hiver de l'IA. Il n'y a pas vraiment eu d'hiver de l'IA, on va continuer de faire de l'IA. Il y avait un petit peu moins de sous, un petit peu moins d'excitation, mais il y a toujours eu des entreprises qui ont fait de l'IA. IBM n'a jamais arrêté, la SNCF en a toujours fait. Enfin, donc, on n'est pas tombé dans un gros trou au niveau scientifique,
Mais pour le grand public, il y a eu ce grand boom jusqu'au tout début des années 80, où à la télé, là je parle vraiment du grand public, hein, à la télé, dans les journaux, tout le monde parlait d'IA. Et ça s'est arrêté, ça s'est tari parce qu'il n'y avait pas les résultats escomptés. Et c'est revenu à peu près en 2015 avec AlphaGo. Mais en fait, pareil, c'est pas revenu avec AlphaGo. Les réseaux de neurones profonds, le deep learning, le papier de 2006, je pense que tous ceux qui sont dans le domaine s'en souviennent, quand il est sorti, tout le monde était excité en disant mais c'est extraordinaire ce qu'ils auraient à faire avec ces réseaux de neurones profonds. Donc voilà, je pense qu'il y a une différence de point de vue entre le point de vue qu'on peut avoir, nous, en tant que scientifiques, où on a bien vu que ça ne s'est pas vraiment arrêté, il y a eu des périodes de creux et de bosses, mais il n'y a pas eu un moment où ça s'est complètement arrêté. Et ce moment qui a duré une vingtaine d'années où, globalement, à la télé, on ne parlait pas d'IA. Et l'exception, c'est peut-être Deep Blue, et là, on en a parlé un petit peu, mais c'est retombé très vite, comme un soufflé. Après, je ne ferai pas un casus belli de la date du début et de la fin de l'hiver, il n'y a aucun problème pour moi. Alors, Hervé Guérin, pardon, il y a une question de François. François, oui. Bonjour, merci pour la présentation. François Le Cellier, Université de Poitiers. Alors, je travaille déjà un petit peu dans le domaine, donc je connaissais certaines choses dont vous avez parlé. Et moi, j'aurais aimé savoir, à votre avis, est-ce que les modèles très généralistes comme ChatGPT vont être de plus en plus développés, ou on va aller vers des modèles de plus en plus spécialisés pour pouvoir justement avoir un petit peu moins d'erreurs dans les réponses? Si je prends l'exemple de génération de code informatique ou ce que vous disiez sur les véhicules autonomes, ça ne sert à rien de faire quelque chose qui soit très généraliste et qui nous réponde avec des belles phrases du moment que ça fonctionne. Alors, la réponse, c'est un peu des deux. Parce que l'avantage quand même du grand modèle de langue, c'est qu'il a capturé, dans ce qu'il a entraîné, dans son réseau de neurones, il a capturé tout un tas de connaissances de bon sens qui sont très compliquées à programmer. Donc, ce qu'on voit quand même de plus en plus, c'est ce qu'on appelle du fine-tuning ou du few-shot learning sur des réseaux de neurones profonds de type LLM. Donc, c'est des techniques où on utilise ces connaissances générales et on spécialise sur une tâche plus précise et on le fait travailler que sur cette tâche-là en lui donnant quelques exemples pour cette tâche-là. Donc, c'est un mélange des deux. Par contre, il y a un enjeu autre qui se pose avec les grands modèles de langue, c'est le coût écologique et énergétique de ces modèles. Donc, il y a quelques personnes qui essaient de développer des réseaux de neurones plus petits mais performants pour des tâches effectivement un peu moins larges. Et moi, je crois, je peux me tromper, comme j'ai dit, je suis très très mauvais en boule de cristal, hein, mais je crois qu'on va voir les deux coexister. C'est-à-dire qu'on va avoir des petits réseaux de neurones spécialisés pour des tâches bien précises, mais qu'on ne va pas abandonner les grands modèles de langue parce que ça permet quand même de faire pas mal de choses. Et avec du few-shot sur des grands modèles de langue, on a quand même des beaux résultats. Il y avait aussi une question d'Hervé Guérin sur la génération d'images. Je peux revenir dessus, mais s'il y a quelqu'un qui a une question à poser de vive voix, qui lève la main, qui n'hésite pas. Alors, je vais répondre d'abord à la question d'Hervé Guérin, ça permettra aux autres de réfléchir à leurs questions. Donc, la génération d'images, comment ça fonctionne? Alors, il y a plusieurs modèles, mais je vais essayer de simplifier un tout petit peu. En gros, ça fabrique une image à partir d'un bruit. Donc, un bruit, c'est une image comme quand on allume la télé et qu'il n'y a plus d'émission à la télé. Donc, dans les années 80, on avait une mire où on avait un truc avec de la neige qui apparaissait sur la télé. Donc, un bruit, c'est de la neige, enfin, c'est des pixels aléatoires. Ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir un réseau de neurones qu'on va entraîner à reconstruire des images à partir de choses dégradées. Donc, je lui donne une image, je dégrade un peu mon image, je la bruite un peu, et je me débrouille pour qu'il refabrique l'image de départ. Et je bruite de plus en plus mon image jusqu'à ce que, en partant d'une image qui n'est que du bruit, il arrive à retrouver l'image de départ. Et je vais associer ça avec ce qu'on a vu avec le grand modèle de langue, donc quelque chose dans laquelle il a associé des informations textuelles donc à l'aide de mots. Et du coup, je vais utiliser cet algorithme pour qu'il me retrouve les images qui correspondent le plus aux mots que je lui ai donnés. Alors, certaines images, peut-être, sont des choses pour lesquelles il y avait exactement l'image et le mot. Par exemple, si je mets une image de Barack Obama et que j'ai mis comme mot Barack Obama, et que je lui donne 10 000 images comme ça,
il est capable de me générer 10 000 images qui ressemblent à Barack Obama quand je dis Barack Obama. Mais ce qu'il y a de vraiment génial, c'est que si je mets Barack Merkel ou Obama Merkel, il va me générer un truc dans lequel il y a un peu d'Obama, un peu de Merkel. Parce qu'il va utiliser les deux mots pour refabriquer une image qui ressemble à quelque chose qui sont les images d'Obama et les images de Merkel. Et c'est ça le principe de cet algorithme. Donc, à partir de bruit, en utilisant comme instruction les termes qu'on m'a donnés, je refabrique l'image. Et ces termes, ils ont été utilisés donc avec le grand modèle de langage, ils ont été plongés dans un espace vectoriel. Donc, vous imaginez que c'est que des nombres, mais c'est des nombres qui ont les bonnes propriétés. Par exemple, si je mets roi et femme, et ben en fait, l'ensemble de ces deux mots, ça tombe pas très très loin dans mon espace vectoriel, dans mon espace de dimension très grande, ça tombe pas très très loin du point qui correspond à reine. Vous voyez, hein, roi plus femme, c'est pas très loin de reine. Donc il y a des cohérences sémantiques qu'il a capturées automatiquement et qui sont capables d'être utilisées pour générer du texte ou des images. Et par ailleurs, ce que vous dites, M. Guérin, est tout à fait vrai. Hein, il n'y a pas plus de sens qu'une image inventée. Et alors, ce qui est rigolo, parce que j'aime bien votre question, vous parlez il faut différencier les images inventées des images fabriquées. En fait, l'algorithme dont je vous ai parlé pour générer du bruit, il utilise deux réseaux de neurones. Il y a un réseau de neurones qui génère l'image à partir du bruit, et il y a un autre réseau de neurones qui essaie de détecter si l'image générée est bruitée, enfin vient d'un truc bruité, ou est une image originale. Et quand le réseau de neurones qui génère arrive suffisamment à tromper le réseau qui surveille, on appelle ça de l'entraînement adversarial. Donc quand le réseau qui surveille n'arrive plus à distinguer ce qui est fabriqué de ce qui est original, alors on arrête l'apprentissage, on considère que c'est bon, notre générateur n'est pas trop mauvais. Et donc vous voyez que ça pose une vraie question, c'est que la manière dont on fabrique des réseaux de neurones de génération d'images, c'est en les entraînant à tromper un réseau de neurones qui pourrait détecter ce qui est vrai de ce qui est faux. Donc c'est mal barré pour détecter ce qui est vrai de ce qui est faux. Alors, Élodie Brelot a posé une question. Qu'est-ce qui distingue Mistral et ChatGPT? Pas grand-chose. Dans l'idée de départ, pas grand-chose. Les deux sont des grands modèles de langage. Donc, dans les deux cas, c'est un algorithme de type réseau de neurones dans lequel je lui donne des mots, je lui apprends en retirant des mots à retrouver la phrase de départ. J'utilise ça pour faire mon plongement de mots, donc ma projection sous forme de nombres dans un espace vectoriel. Et ensuite, j'utilise la partie qui part des nombres pour régénérer des textes, qu'on appelle le transformer, pour produire des textes. Donc les deux utilisent la même méthode. Mistral, GPT sont ce genre d'algorithme. Google a aussi un algorithme qui fait ça. Un BERT est un algorithme qui fonctionne un peu sur le même principe. Alors certains sont plus spécialisés dans la prédiction de mots, d'autres sont plus spécialisés dans le remplacement de mots, mais globalement, c'est toujours un peu le même principe. Mistral est européen, français en l'occurrence. ChatGPT est américain puisque c'est OpenAI. Il y a Marie Van der Merch qui lève la main. Vas-y, Marie, tu peux. Oui, on m'entend cette fois? C'est bon? Super, ouais. Ouais, ok. Oui, je voulais savoir, à partir du moment où en fait les modèles de langage travaillent de manière statistique, est-ce que par exemple si on pose la même question en anglais et en français, on pourrait imaginer avoir des réponses différentes parce qu'on aurait des visions du monde à travers des corpus qui seraient assez différentes? Ou est-ce que finalement ça s'affranchit du langage? Enfin voilà, quel est le lien entre finalement corpus linguistique et... Ouais. Je comprends tout à fait. Alors, dans un modèle de langage donné, donc pour un LLM donné, par exemple, je prends GPT, ou je prends Mistral, ou je prends Llama, enfin oui, il y en a plusieurs. Hein. Je prends un modèle de langage, le modèle il est entraîné sur un corpus qui est généralement multilingue, même si on peut faire des modèles monolingues, mais ça marche très bien quand on fait sur du multilingue, et il a tout transformé dans des nombres dans cet espace vectoriel. Les nombres sont les mêmes que ça vienne du français ou de l'anglais, ou sont globalement les mêmes, sont suffisamment proches pour que ça ne soit pas vraiment distinguable. Et du coup, quand je lui pose une question en français ou en anglais, je vais globalement obtenir la même réponse pour un modèle de langage donné. Par contre, chaque modèle de langage a fait son propre plongement à partir du corpus. Donc, je peux très bien entraîner un modèle de langage sur un corpus différent d'un autre, et là, j'aurai des réponses peut-être très différentes. Donc, si j'entraîne, et ça a été l'un des échecs des premiers modèles de langage européens, en particulier français ou allemand,
c'est qu'ils étaient entraînés sur des corpus en français et en allemand qui sont plus petits, et donc ils avaient des moins bons résultats. Et en fait, ce qui marche, c'est de travailler en multilingue parce qu'on a plus de données, et donc on a plus de bonnes réponses à la sortie. Donc Mais à sur un partir modèle du de moment- langage que j'entraîne sur un petit corpus spécifique, je vais avoir des réponses différentes d'un autre modèle de langage. Et si on a un corpus justement qui est plutôt anglo-saxon, est-ce que du coup, on risque nous-mêmes d'avoir des réponses qui sont finalement le produit d'une vision anglo-saxonne? C'est exactement ça. Le corpus d'OpenAI est quand même très majoritairement anglo-saxon, même s'ils ont intégré pour pouvoir parler dans plusieurs langues des corpus d'autres langues. Mais il y a 80% des textes, enfin, je dis 80% au pif, mais c'est cet ordre de grandeur-là. C'est une grosse majorité très dominante de textes qui sont américains, et donc qui véhiculent en eux-mêmes la culture américaine. Et donc forcément, ChatGPT, il parle un peu comme un Américain moyen, même en français. Enfin, il parle en français très bien, son français est nickel, mais les idées qu'il va défendre sont un peu les idées. Alors après, ChatGPT, il y a un biais de plus, c'est qu'en plus, il y a ce truc avec l'entraînement avec les Africains à qui on a demandé de scorer. Donc en plus, il est extrêmement apolitique, agnostique, enfin voilà, bon. Mais il va être culturellement très américain. Enfin, GPT, pas la version de chat, la version juste GPT, l'algo lui-même, entraîné sur un corpus essentiellement américain, va globalement produire des phrases avec des contenus plutôt américains. Merci. Et c'est pour ça que c'est un sujet important d'avoir des moteurs de langue européens. C'est au-delà du fait qu'on pourrait dire on ne fait pas confiance à OpenAI. Enfin, moi, ça, je ne suis pas sûr. Enfin, j'en sais rien. Je veux dire, c'est pas ça le problème. C'est que de fait, il y a une culture dominante qui est en train de se poser. Mathieu? Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Super bien. Parfait, nickel. Donc Mathieu Marchal, je suis acteur associatif, notamment dans ce qu'on appelle citoyenne. Moi, j'ai une question sur les applicatifs. Mathieu, oui. Il y a une petite coupure. Vous êtes acteur associatif dans ce qu'on appelle les recherches citoyennes. Les recherches citoyennes, ok, super. J'ai une question sur les applicatifs de l'IA en politique. Et particulièrement, enfin en politique, parce que donc c'est un sujet prégnant aujourd'hui pour nous, mais également peut-être aussi en géopolitique. Est-ce qu'il y a des tentatives, des outils, des machines dont les données d'entrée sont des données qui permettraient de calculer, je dirais, des tendances de vote ou des tendances, je dirais, de comportement sociétal qui laissent à penser des choix politiques ou autres. Alors oui, mais ça existe. Ça existait bien avant ChatGPT. Ça existe depuis les années 90. Les machines à vecteurs de support ont commencé à permettre ça. Avant, c'était un peu compliqué avec les autres techniques d'apprentissage, mais depuis les années 90, on sait assez bien justement traiter des données textuelles, les représenter sous forme de vecteurs, sous forme de nombres, et les classer, donc les regrouper par proximité et faire des séparations. Donc cette technique, dans les années 2000, a commencé à être utilisée pour faire de l'analyse d'opinion. Il y a quelque chose qui est connu, peut-être pas si connu que ça, mais qui avait fait un petit peu de bruit dans les années, tout début des années 2010, je dirais, parce que des acteurs français étaient impliqués. Et puis après, il y a eu la campagne avec Donald Trump, où on en a aussi beaucoup parlé, pour lesquels des données de Facebook ont été utilisées pour faire de l'analyse politique, identifier, par exemple, les personnes qui étaient un peu susceptibles de changer d'opinion, identifier les arguments qui permettraient de les faire changer d'opinion, et ensuite, c'est des humains avec du porte-à-porte qui ont été faire le boulot de conviction. Et donc, voilà, c'est malheureux à dire, mais oui, ça existe, et ça, on n'a pas attendu. Enfin, là, les deux épisodes dont je parle, donc l'un, c'était avec de l'espionnage avec des pays dictatoriaux en Moyen-Orient, et l'autre, c'est les élections de Trump il y a une dizaine d'années, un petit peu moins. Ces deux épisodes sont deux exemples d'utilisation de l'IA en politique à des fins de manipulation d'opinion. Après, sur les prises de décision, qui était votre autre question, là, je ne sais pas, mais par contre, je sais que les décideurs politiques
ont depuis longtemps intégré des outils numériques, donc certains de ces outils utilisent de l'IA pour faire de la simulation, essayer de faire de la prédiction. Enfin, ça, c'est quelque chose d'assez normal. Gouverner, c'est prévoir, et donc prévoir, ça passe aussi par des analyses statistiques sur des données. Merci. On a plusieurs questions dans le chat. Oui, je peux prendre sur le chat. Il y avait une question sur les sujets éthiques. Alors, je voudrais bien faire passer le message à tous les auditeurs que la machine n'a pas de morale ou d'éthique. Elle n'a de morale ou d'éthique que ce qu'on lui injecte. Il y a un problème qui est très connu, qui est souvent utilisé en illustration, c'est le dilemme du tramway. Vous avez le choix entre écraser une personne qui n'a rien demandé, ou non, écraser 4 personnes qui n'ont rien demandé, ou agir, et en agissant, vous sauvez ces 4 personnes, mais malheureusement, vous allez condamner une autre personne. Qu'est-ce que vous faites? Et c'est un dilemme, il n'y a pas de solution, enfin, ça ne marche pas. Et donc, selon la situation, vous pouvez décider de dire je fais A ou je fais B. Ce genre de choses, ces décisions ne peuvent pas non plus être prises par une machine de manière autonome. Donc la machine, si elle prend une décision de laisser les 4 personnes se faire écraser ou au contraire de dérouter le train pour écraser une autre personne, elle ne prend ses décisions qu'à partir de ce qu'on lui a injecté dans son code. Donc il n'y a pas de notion d'éthique et de responsabilité dans les machines. Elles ne font que reproduire nos propres biais, nos propres éthiques et morales qu'on a injectées dans la machine. Quand on disait tout à l'heure que ChatGPT, il était très poli, etc., c'est parce qu'on a injecté dans ChatGPT la manière dont on pense qu'il faut s'exprimer, dont il faut parler dans une situation politiquement correcte. Donc, par ailleurs, on s'intéresse, parce que c'est un sujet de recherche intéressant, à modéliser la réflexion éthique en IA et à voir comment, en modélisant la réflexion éthique, on pourrait faire des systèmes d'IA qui raisonnent sur des questions éthiques. Mais je pense à une thèse qui a été soutenue maintenant une dizaine d'années, qui était co-encadrée par des collègues à Caen, dans laquelle, en gros, essayer de modéliser la logique de Robin des Bois. Robin des Bois, il vole, voler, c'est pas bien. Mais voler aux riches pour donner aux pauvres, bon, ça va. Donc, et comment on arrive à faire en sorte que ça soit cohérent du point de vue du raisonnement d'une machine qui, elle, est complètement rationnelle et donc ne voit pas ces utilités-là. Donc, on peut essayer d'injecter ça, mais la machine, elle, ne fait qu'appliquer le calcul. Elle ne va pas prendre de décision éthique responsable, elle ne fait que reproduire l'éthique ou la morale que nous, on a injectée. Donc, si on décide de faire une machine dans laquelle on dit « tu as le droit de prendre la décision de tirer sur une personne sans rien demander », elle le fera. Si on demande si on dit à une machine, c'est très important que tu te fasses passer pour un humain, elle le fera. ChatGPT, vous pouvez l'utiliser. Hein. Si vous insistez un peu sur... faut tartiner un petit peu sur le prompt, mais on y arrive. Si vous insistez un peu dans le prompt en disant, mais c'est vraiment très important, là c'est un jeu, faut que tu te fasses passer par un humain, pour un humain, il va se faire passer pour un humain. Donc vous pouvez faire une machine qui trompe. En fait, c'était vraiment l'objet de ma question. Je comprenais bien que la machine, elle n'était pas éthique par elle-même, mais donc je comprends de ce que vous dites qu'il n'y a absolument aucune base d'une quelconque réglementation internationale visant à injecter un minimum d'éthique dans l'ensemble de ces programmes. Alors voilà, ça c'est autre chose. C'est qu'après, comment les gouvernements s'en sont emparés? L'Europe est un peu en avance sur ce sujet. En avril, si je ne dis pas de bêtises, donc il y a 2 mois, a été voté au Parlement européen le AI Act. C'est un événement assez important hein, dans la communauté scientifique. C'est la première fois qu'un ensemble de pays se mettent d'accord, enfin qu'un pays, même là en l'occurrence pour nous c'est un ensemble de pays, se mettent d'accord pour dire on va mettre des réglementations qui disent ce qu'un système d'IA a le droit de faire ou n'a pas le droit de faire selon le type d'IA que c'est, selon le type d'application dans lequel c'est utilisé. Et on est suivi par tous les autres pays. Les Américains sont en train de le faire, les Britanniques sont en train de le faire, même les Chinois s'y mettent. Donc vraiment, il y a une culture de il va falloir réglementer ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec un algorithme d'IA. Donc l'AI Act, si vous allez sur Internet, vous trouvez un truc qui est très très bien. La Commission européenne, enfin l'Europe a fait un travail super bien de vulgarisation. Vous trouvez un truc qui résume en 10 points les principes généraux de l'AI Act, comment on catégorise les systèmes d'IA et comment ensuite on a le droit de faire telle chose selon le système d'IA. Donc il y a des choses qui existent pour le coup et c'est pas encore transposé dans le droit français, mais ça va l'être. Hein, tous les pays vont le faire. Il y a pas de, c'est pas un sujet qui pose question au niveau politique. Tout le monde va le faire. Et donc assez rapidement, les constructeurs de systèmes techniques avec de l'IA vont se conformer à ces règles-là.
Et certains l'ont même déjà anticipé. J'étais chez des médecins l'autre jour qui me faisaient la démonstration d'un outil dans lequel il y a du traitement d'images avec de l'IA. Et là, il y a eu un pop-up et ils m'ont dit ils ont rajouté ça ce mois-ci. Il y a un pop-up qui apparaissait en disant attention, vous devez systématiquement vérifier ce qu'a fait la machine. Et ça, c'est une demande de l'AI Act de dire dans des décisions critiques, il ne faut jamais que la machine prenne la dernière décision. Donc voilà, ça se met en place. Donc non, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent dessus depuis 10 ans. Ça a pris longtemps parce que, comme toujours, la réglementation, c'est long, mais ça se fait. Donc je suis assez positif là-dessus. Par contre, il ne faut pas être naïf. Hein. Les gens qui veulent se faire de l'argent au détriment des autres, il y en aura toujours. Il y a Marie, tu veux rebondir? Alors, Marie Vandermeer, je travaille au CEA, je ne me suis pas présentée tout à l'heure, oui. Pas de souci. Voilà. Mais je me rends compte que j'ai un trou, je n'ai plus ma question, désolé. Je reviendrai. C'est pas de souci. On a une question intéressante ici. Est-ce qu'on a un retour, une analyse de l'usage de l'IA dans les informations qu'on nous donne, la construction de discours politiques ou d'articles scientifiques? Alors, pour les articles scientifiques, je sais, parce qu'on l'a vu, ça a été rigolo, il y a des gens qui ont utilisé de ChatGPT pour écrire des articles. Ils se sont fait avoir parce qu'ils n'ont pas bien nettoyé le texte, et donc il y avait des phrases qui commençaient par j'écrirais bien ça. Enfin, donc on voyait bien que c'était un prompt. Il répondait à un prompt. Il y a des phrases où on voyait que c'était une réponse à un prompt. Donc voilà, il y a des choses qui sont déjà faites dans le milieu scientifique. Et je ne serais pas surpris qu'il y ait un discours politique. Donc ça, c'est pour ChatGPT. Maintenant, on parle d'intelligence artificielle. Alors moi, je n'ai pas honte de dire que j'utilise de l'intelligence artificielle depuis plus de 10 ans quand j'écris un article scientifique. Je ne pense pas être trop mauvais en anglais, mais je sais que je ne suis pas bilingue. Donc je fais relire mon texte par des outils d'aide à l'écriture en anglais. Par exemple, Grammarly, c'est une marque, hein, mais c'est juste pour donner un exemple. Grammarly, je lui donne mon texte et il me dit ça, c'est pas bien formulé, là, il y a des répétitions. Et il m'aide à corriger mon anglais. C'est un outil d'IA. Mais je ne me sens pas coupable parce que ce n'est pas Grammarly qui a écrit mon texte. Bon, après, c'est plus embêtant quand on fait vraiment écrire le texte par ChatGPT. Là, on commence à avoir quelque chose de limite. Donc, voilà. Évidemment qu'on utilise l'IA pour faire les choses qu'on a besoin de faire. Et donc, si les hommes politiques utilisent de l'IA pour... j'ai un de mes amis qui est rapporteur au Sénat. Je lui dis, mais il faut que tu apprennes à utiliser ChatGPT pour faire tes synthèses documentaires que tu présentes au sénateur. Tu vas gagner du temps. Par ailleurs, je lui dis, en même temps, il faut quand même que tu lises les 200 documents qu'il y a à lire. Ça, il ne peut pas le lire pour toi. Mais il peut écrire la synthèse à ta place. Ça ira plus vite. C'est également utilisé pour faire des amendements. C'est-à-dire qu'il y a une... Oui. Alors, beaucoup d'amendements, c'est j'ai une anecdote amusante, si vous voulez. On a fait une formation à Centrale Supélec, une formation continue pour des professionnels qui veulent se réorienter vers l'IA. Et on avait un des professionnels qui lui-même ne faisait pas de l'IA, enfin, qui voulait se former, mais qui travaillait dans une entreprise qui faisait des solutions d'IA générative, donc texte et images, pour les entreprises. Et donc, en particulier, ils utilisaient ça pour répondre à des appels d'offres. Donc, les entreprises faisaient appel à cette boîte pour qu'ils les aident avec des outils d'IA générative à répondre plus rapidement et plus facilement à des appels d'offres. Ils ont été contactés par une collectivité territoriale qui demandait s'ils pouvaient les aider à générer l'appel d'offres. Donc, on avait une situation ubuesque où la machine générait un appel d'offres et la machine répondait à l'appel d'offres. Mais c'est moi qui posais la question, mais c'est vrai que moi, j'ai rencontré un bureau d'études qui m'a dit qu'il avait mis toutes les réponses qu'il avait fait à différents clients, et donc il prépare la base avec Mistral, ce qu'il va faire, surtout sur la partie longue et qui ne demande pas forcément une intelligence sur le coup. Et on parlait d'éthique, je pense qu'il y a un vrai sujet. Moi, j'ai vu un intervenant d'une entreprise privée dans un congrès national sur l'eau, et il a mis tous les mots-clés. Et je me suis dit, je suis sûre que son discours, il l'a écrit avec un coup de ChatGPT, il l'a rebrossé un peu. Et du coup, je trouve que voilà, la question éthique, elle est aussi dans l'utilisation. Et normalement, quand on utilise les DeepL, on devrait marquer traduit avec DeepL, par exemple. Exactement. Ouais. Et moi, je ne l'applique pas, je traduis avec DeepL et je ne mets surtout pas traduit avec DeepL. Mais exactement, c'est-à-dire qu'il y a une question de l'honnêteté de la démarche qui est gênante, mais en fait, je pense qu'il y a plus grave que ça. Souvenez-vous, dans mon exposé, je vous ai expliqué que l'IA, elle travaillait à partir du corpus et qu'elle sortait un résultat moyen à partir de corpus.
mais en fait, elle est enfermée dans le corpus. Elle ne pourra jamais sortir de ce qu'il y a dans le corpus. Elle n'est pas créative. C'est impossible de créer quelque chose de complètement nouveau. On peut explorer, hein, je reprends l'exemple du jeu de Go, on peut explorer des points qu'on n'a pas encore vus dans les parties de Go. On va pouvoir trouver des choses, qu'on n'a pas trouvées. Mais la machine qui joue au Go, jamais elle va inventer un nouveau jeu de société. Et une machine qui fait des peintures impressionnistes, jamais elle va me sortir une peinture abstraite. Le problème d'utiliser ces outils comme ChatGPT, c'est qu'on sort, comme vous avez dit, tous les mots-clés, toutes les idées que tout le monde aurait sorties. Si on veut faire un truc un peu original, un peu intelligent, un peu créatif, il faut en sortir. Il faut arriver à s'extraire de la machine. Je vous donne un autre exemple auquel on a tous été confrontés. Quand on tape des SMS sur un smartphone, il nous propose des mots. Combien de fois on a accepté le mot alors que ce n'était pas ce qu'on voulait taper? Et on s'est dit, bah, c'est à peu près ça. Et on l'a accepté. On a dit, oui, coucou, est-ce que tu peux aller chercher le pain? Oui, c'est bon, j'y vais en rentrant. Et puis je voulais taper, j'y vais en rentrant, et il m'a mis, oui, j'y vais demain, j'y vais ce soir. Bon, allez, j'accepte ce soir. Et ce n'est pas ce que je voulais dire. Donc j'ai laissé la machine prendre le contrôle sur ce que je voulais faire. Et ça, c'est plus grave. Pour moi, c'est beaucoup plus grave que de dire j'ai utilisé DeepL ou ChatGPT pour générer mon truc. C'est de rendre compte qu'on est resté enfermé dans ce que la machine nous a sorti, de ne pas être capable d'en sortir. Ça, pour moi, là, il y a un vrai danger. Et les lois éthiques, elles ne vont pas nous empêcher de faire ça. Elles vont nous dire, les lois éthiques, mettez, traduit avec DeepL quand c'est traduit avec DeepL, très bien. Mais elles ne vont pas nous dire, attention, quand vous traduisez avec DeepL, vous écrirez jamais To Kill a Mockingbird avec DeepL, quoi, c'est pas possible. L'oiseau moqueur, pardon, excusez-moi, il ne faut pas tirer sur l'oiseau moqueur, qui est un roman, américain du milieu du XXe siècle, qui est magnifiquement écrit, magnifiquement traduit par ailleurs, mais magnifiquement écrit en anglais. Bah, vous partez de la traduction française, vous n'obtiendrez jamais la traduction anglaise, c'est pas possible. Le texte est trop beau en anglais, on ne pourra pas l'avoir. Marie, tu as Oui, j'ai retrouvé retrouvé ma question. Désolée, hein. Oui, c'était sur la question de la traçabilité en fait du résultat. Effectivement, on est sur de l'apprentissage profond, mais est-ce qu'on pourrait justement exiger quand même quand on parle d'éthique, de remonter à minima au corpus qui a servi à donner le résultat, ou est-ce que c'est complètement impossible? Alors, c'est compliqué, mais on le fait. En l'occurrence, on essaie de le faire. Il y a tout un tas d'applications pour lesquelles c'est important d'être capable de revenir sur le corpus. Donc, en particulier dans tout ce champ dont je parlais un tout petit peu, qui s'appelle l'IA explicable, on essaye de voir, quand on a un résultat, d'être capable de trouver les éléments. En fait, il y a plusieurs manières de faire de l'IA explicable, mais une des manières de le faire, c'est d'aller chercher dans le corpus les éléments les plus représentatifs de ce qui pourrait donner une bonne raison d'avoir pris cette décision-là. Et donc, du coup, c'est important d'avoir le corpus. Donc ça, c'est des techniques, mais ça reste de la recherche. Aujourd'hui, ce n'est pas des choses qu'on trouve sur le marché comme ça de tous les jours. Il y a la chose qui s'en rapproche le plus, peut-être, c'est Perplexity. Si vous cherchez perplexity.ai, c'est un truc qu'on trouve sur Internet, c'est une sorte de ChatGPT amélioré qui donne ses sources. Alors, ce n'est pas extraordinaire, mais quand même, quand il écrit sa réponse, il donne les sources qui vont avec. Donc, il dit ça, c'est sur Wikipédia, vous trouvez un truc qui dit à peu près ce que je raconte sur. Voilà. Alors, les sources, c'est des liens en ligne, hein, ce n'est pas des articles scientifiques, ça ne marche pas aussi bien que ça. Mais du coup, on commence à voir ce genre d'outils qui sont capables de dire je vous donne une réponse et je vais chercher dans mon corpus les choses qui permettent d'être en accord avec cette réponse. Parce que sur la problématique des fake news, c'est ultra important quand même de savoir. Oui, c'est très très important. Ouais, exactement, ça c'est vraiment important. Après, ça n'empêchera pas les fake news parce que les gens qui font les fake news avant les générateurs d'images et générateurs de texte fabriquaient tout un réseau de faux indices pour entretenir leurs fake news. Et ça, c'était le travail du journaliste d'aller débusquer ces faux indices. Ça va rester. Hein, les journalistes, ils ne vont pas perdre leur boulot demain à cause de ChatGPT. On aura besoin d'eux pour aller vérifier ce genre d'informations. Mais par contre, c'est vrai que le pigiste, il y a une partie du travail qui peut être fait par ChatGPT. Alors, il y a quid du recrutement en IA. C'est un champ qui est déjà d'actualité. Il y a déjà des entreprises qui utilisent l'IA. Pour moi, c'est extrêmement problématique parce qu'il y a énormément de biais dans les entraînements de ces IA. Et donc, si vous avez un corpus, vous avez un métier qui est masculin, votre machine, elle va systématiquement écarter les femmes. Donc, si vous voulez féminiser l'informatique, c'est mal barré. C'est pas comme ça que vous allez le faire. Et c'est juste un exemple de biais, mais
ça, c'est vraiment problématique, l'usage de l'IA pour le recrutement de personnel. On avait travaillé dans mon équipe il y a plus de 10 ans maintenant sur un système d'IA pour entraîner les gens à passer des entretiens d'embauche. Et ça, je trouve que c'est un usage intelligent de l'IA. On met un faux recruteur avec une IA et la personne interagit, s'entraîne et c'est pour s'entraîner elle. Mais pour le recrutement lui-même, dire je vais filtrer les CV avec de l'IA, je vais classer les candidats à partir de leurs vidéos avec de l'IA, ça pose tout un tas de problèmes, non seulement éthiques, mais surtout, alors, éthique, il y a plein de gens qui s'en préoccupent pas trop tant qu'il y a des économies à faire, mais surtout sur ce qu'on arrive à faire avec ces systèmes. Et les systèmes sont aujourd'hui très fortement biaisés. Donc, débiaiser ces systèmes, par ailleurs, des gens y travaillent, hein, c'est de la recherche, mais aujourd'hui, on ne sait pas bien le faire. Et donc, ça reproduit les stéréotypes de genre, les stéréotypes de race, enfin, et c'est catastrophique pour le recrutement. On sait bien que les entreprises ont besoin de diversité, ont besoin de ce genre de choses, ça, elles le savent, ces entreprises-là. Et du coup, ça casse toute cette dynamique de la partie RH. Donc, je ne suis pas un super enthousiaste de cette idée de recruter avec des IA. Maintenant, ça existe. Il y a des entreprises qui le font. Et qui ne s'en cachent pas, hein, qui disent on a un système d'IA, vous nous envoyez vos 200 CV, on vous sort les 10 meilleurs. Voilà. Alors, il y a une question, une chose continue à me tracasser. Hervé Guérin, les mesures contre le dérèglement climatique supposées urgentes font jouer la salle de conférence, il faut que tout le monde soit d'accord, etc. Il me semble que l'IA avance à toute vitesse, je ne vois pas la conférence des partis où je me trompe. Oui, je pense que vous vous trompez, Hervé, parce que l'AI Act est justement un exemple de régulation qui s'est faite en conférence des partis. Alors, c'est au niveau européen. Il n'y a pas de conférence des partis internationale, mais tous les pays s'emparent de ces questions, déjà au moins dans un périmètre continental, enfin, je veux dire par continent. L'Amérique du Nord, le Mercosur se préoccupe de ça, l'Afrique se préoccupe de ça, le Royaume-Uni qui est sorti de l'UE, Rishi Sunak a fait un super événement, nous aussi on va réglementer, enfin, tout le monde est dessus. Donc, c'est pas global, et c'est pas global parce qu'il y a moins de problématiques internationales. Par rapport à le réchauffement climatique, on est un peu tous coupables. C'est-à-dire que si les Américains polluent, ça embête l'Indonésie, quoi. C'est bon. Alors que si les Américains font n'importe quoi avec l'IA sur leur pays, ça embête un peu moins l'Indonésie. Donc je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de COP internationale, mais dans chaque continent, il y a l'équivalent. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Il y a Elodie qui dit d'ailleurs la dictée texto ne peut être qu'au masculin. Ça, je ne sais pas. J'ai pas fait l'expérience, mais peut-être que c'est le cas. Moi, ça ne me heurte pas, parce que comme je suis au masculin, ça ne me gêne pas. Oui, j'imagine bien que vous, ça vous gêne. Je vois ça. Mais oui, les biais de genre sont... Alors, le partenariat mondial on n'y est pas encore, mais c'est des questions qui... le problème, c'est que l'IA utilise des données, les données sont quelque part, et rien que sur les données, on n'a pas les mêmes cultures et les mêmes réglementations. Aux États-Unis, protéger les données comme on l'a fait en Europe, c'est pas trop leur culture. Les Américains ont tendanciellement, même si c'est pas complètement vrai, ils ont eu l'idée qu'on fonce et on réglemente après. En Europe, on avait plutôt l'idée on réglemente d'abord et on verra si c'est grave. Et du coup, il y a des tentatives de partenariat, mais c'est compliqué parce que c'est des cultures très très différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, les pays ne sont pas prêts à collaborer ensemble vraiment sur l'IA. Je ne sais pas s'ils sont prêts à le faire sur la partie des règlements climatiques aussi, hein, mais on va dire qu'ils essayent. Après, j'espère me tromper et que, bien sûr, tout le monde va bosser ensemble. Enfin, en tant que chercheur, nous, on a l'habitude de bosser les uns avec les autres, donc on est dans cette philosophie-là, mais je suis assez réaliste sur le fait que pour l'instant, ce n'est pas ce que j'observe. Chaque continent essaie de devenir autonome sur la partie IA et de réglementer chez lui par rapport à sa propre culture. Ok, il n'y a plus de questions. Il y a encore une question Oui, enfin, il y a un autre truc qui me tracasse, c'est que des utilisateurs peuvent se servir de ça pour influencer du monde, pour avoir du pouvoir. Et moi, j'ai failli l'écrire, j'ai pas osé l'écrire. Je me disais, si je donne MyConf à digérer à une IA pour lui dire quel discours je fais pour influencer du monde, enfin, moi, je sais pas, j'ai peut-être lu trop de science-fiction. Mais c'est quelque chose qui me fait vraiment peur, en fait. Non, c'est pas de la science-fiction, c'est tout à fait possible. C'est le problème de l'usage de l'IA. Donc, l'AI Act prémunit de ça normalement,
Mais pareil, c'est de la réglementation. Donc, enfin, je veux dire, la loi française prémunit du meurtre, mais on a quand même des meurtres. Enfin, c'est toujours pareil. Le problème, c'est dès qu'il y a des intérêts privés ou particuliers, on risque d'avoir des usages. Les élections, il ne faut pas se voiler la face. Dans nos élections, aujourd'hui, il y a des tas d'influenceurs qui utilisent des algorithmes d'IA. Et même s'ils ne le font pas sciemment, certains d'entre eux le font peut-être pas sciemment, les réseaux sociaux sur lesquels ils travaillent pour faire de l'influence utilisent des algorithmes d'IA. Donc, on est complètement dedans. L'IA peut être utilisée à ces fins-là. Bon, c'est pour ça qu'il faut en être conscient et ne pas se laisser paralyser par ce danger-là. Il faut vraiment s'en emparer. Il faut dire, OK, ça peut exister, qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça se produise? Et c'est ça qu'ont essayé de faire les gens de la réglementation. J'ai pas la réponse, si je l'avais, je vous la donnerais, hein, promis. Mais voilà, c'est dommage. Ouais. Mais bon, globalement, il faut pas se laisser fasciner, il faut pas baisser les bras. C'est quelque chose on est face à une révolution technologique dont il faut qu'on s'empare. Et il y avait une question d'Annie Boisbouvier sur l'enseignement. Il y a des recherches. Alors, utiliser de l'informatique pour l'enseignement, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps, depuis bien 20 ans maintenant. J'ai participé sur l'IA, là, il y a un petit boom avec les IA génératives parce que ça casse quelque chose dans l'enseignement qui est le devoir à la maison. Déjà, avant, le devoir à la maison, c'était un peu embêtant parce qu'on ne savait jamais trop si c'était papa ou maman qui l'avait fait. Mais on avait l'idée que les parents étaient suffisamment responsables pour dire aux gamins, fais ton devoir toi-même. Et quel parent n'a jamais aidé son gamin à faire le devoir? Je veux bien qu'il lève la main. En tout cas, moi, j'ai déjà aidé mes gamins. Donc, quand on est dimanche soir, que le dessin n'est pas terminé, bon, on aide à colorier le dessin. Bon, mais là, ça a posé un problème, c'est que les enfants, sans passer par les parents, se sont mis à utiliser GPT. Et les enseignants sont en train de s'emparer du truc assez intelligemment, je trouve, avec les profs doc et les profs documentalistes qui sont très en avance sur ces sujets-là. Il y a des outils proposés par l'Éducation nationale pour justement permettre aux gamins de développer leur esprit critique vis-à-vis de ce que produit l'IA. Et j'ai vu beaucoup d'enseignants qui disent, bah, moi, je demande à mes étudiants de faire un devoir avec ChatGPT. Donc, ils viennent avec ce qu'ils ont fait avec GPT et je leur demande en classe qu'on le critique. Donc, on se met dans le rôle du prof et on regarde ce qui va et ce qui ne va pas dans ce qu'ils ont obtenu avec la machine. Et du coup, on obtient le même résultat que ce qu'on aurait fait avec un devoir à la maison, puisqu'on les fait réfléchir. Le but du prof, c'est de faire réfléchir l'élève sur la tâche à accomplir. Bon, ça rejoint ta conclusion. Voilà, il faut s'en emparer. Il ne faut vraiment pas se laisser désarmer, il faut s'en emparer. On est comme le médecin dans la citadelle de Cronin. Il y a une grosse citadelle, il faut rentrer dedans, c'est pas facile, mais on va réussir à la fissurer. Ok, mais je vous propose de terminer par cette conclusion. Donc, on te remercie vivement pour ces 2 heures de conversation. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, hein, mardi prochain, à Pont-à-Mousson, pour 4 jours, mardi, mercredi, jeudi, 3 jours de session. Donc, à la semaine prochaine et bonne soirée. Bonne soirée à tous, merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Les applaudissements. Je coupe de mon côté. Il n'y aura plus de son.